Salut à tous, c'est Nick Fury. Bienvenue dans Creative Hustlers, le podcast de la plateforme Hike. On y parle d'art, de musique, de culture sans filtre, en abordant un peu toutes les dimensions de ces disciplines et notamment l'état d'esprit que l'artiste peut avoir, l'aspect économique, le hustle, l'art, ce que j'appellerais l'arrière-boutique justement de l'artiste. Et c'est complètement à propos parce que la plateforme Hike a été créée pour et par les artistes. Abdallah, comme d'habitude, si tu peux nous faire une petite, explication de ce qu'est la plateforme Hike? Avec plaisir. Merci Nick Fury, salut Comer. Hem, alors, la plateforme, c'est un espace dans lequel, un artiste peut rassembler, une communauté qui croit dans son taf, qui kiffe, qui comprend et qui a envie de le soutenir en direct et qui permet à tous les amoureux, de la création de se retrouver dans un espace où il y a pas de contenu et que de la création, quelle que soit sa forme, la musique, les arts plastiques, la littérature, et cetera, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, voilà, on aura l'occasion d'en reparler, mais, voilà, c'est le nouvel espace où on doit être. Exactement, the place to be. Et on est hyper fiers de recevoir Comer. Alors, je sais que souvent les gens bloquent avec le truc, mais bon, je pense qu'on peut dire légende du graffiti, maintenant, en tout cas, maintenant, on peut le dire. C'est vrai que les gens ont souvent tendance à pas s'octroyer ces titres et donc c'est bien de le faire pour eux parce qu'on sait, nous, on sait, l'importance dans la culture graffiti que des gens comme toi ont pu avoir. Mais justement, ton parcours est tellement fourni que j'ai envie de te laisser te présenter dans un premier temps. Qui est Comer OBK? Hem, Merci Avec plaisir. pour la légende et cetera. C'est toujours plaisant, c'est vrai. Et on a toujours un peu de mal avec ça, effectivement, en tant qu'artiste ou en tant qu'activiste, en tout cas. Moi, je me considère comme un activiste. Donc, je fais du graffiti, je fais du graffiti depuis, 38 ans maintenant. Enfin, j'ai commencé en 87, par le biais du tag, à une époque où le hip-hop était, en pleine effervescence. Je suis né en 87, hein. Waouh! Tu vois? Et donc voilà, donc on s'est retrouvé avec un groupe en fait, un groupe de potes qui est toujours aujourd'hui mon groupe, OBK, et on a œuvré ensemble jusqu'en 92 où là, je me suis mis vraiment à graffer pour le coup, quoi. J'ai fait un graphe en 88, au Bourget, mais bon, ça nous a pas plu, c'était chiant, voilà. Et tu Donc voilà, donc mon parcours, c'est principalement du graffiti et de là, j'ai commencé à faire de la photo, pour prendre mes graphes en photo. Mais comme j'avais des moyens d'avoir des choses gratuitement, notamment un appareil photo que j'ai eu gratuitement, parce que c'était cher à l'époque d'avoir un appareil photo. Des pellicules qu'on avait gratuitement, parce que les pellicules, elles étaient aussi chères et puis on faisait des développements aussi gratuits, développement basket au début. Puis après on a trouvé des stratèges pour avoir des développements gratuits. Donc voilà, tout ça en fait que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos de mes œuvres, enfin de mes créas et des autres, qui étaient sur les voies notamment, les voies de chemin de fer. Et de là est née, l'idée de faire un livre, parce qu'on trouvait que, pendant longtemps, c'était plutôt des bouquins de copinage, de complaisance qui se faisaient et qui ils représentaient pas forcément ce que nous, on voyait sur nos propres lignes. Donc on s'est dit: «On va faire un bouquin», donc ce qui a été fait. J'ai été, avec en collaboration avec Cosla, qui était mon infographiste. On a été les 1ers à faire un livre, un vrai livre de graffiti, complètement, produit de A à Z. C'est-à-dire que même l'édition, on a créé notre boîte d'édition. Enfin, j'ai créé la boîte d'édition. Ça, c'était à quelle époque le Très, très enfin longtemps après, 2010. donc ah OK, d'accord, OK. Donc un bouquin, sur le graffiti français, tu veux dire? Ouais, sur le Ou graffiti français en autoproduction, ça avait jamais été fait. Si tu veux, avant que mon bouquin sorte, donc qui s'appelle Paris City Graffiti. Il y avait eu, le dernier bouquin qui était sorti, c'est 10 ans avant, donc au début des années 2000 et c'était Capital, et c'est à la base, c'était voulu pour être une autoproduction ce livre-là, mais finalement il s'est alliancé avec une maison d'édition et cetera et cetera. Donc pour le coup là avec, couverture en dur et cetera, j'étais le premier à le faire.
Bah, là, on a commencé par la fin. Ouais, non, pardon. Parce que non, non, Et mais donc voilà, donc j'ai comme je disais œuvré comme je j'ai disais, œuvré autour du hip-hop et du graffiti, quoi. ouais, ton parcours, il est hyper intéressant, mais c'est vrai que pour résumer vraiment le truc, toi, tu viens d'où à la Je base? Moi, je viens de l'Oise. Heu, D'accord, moi, je suis né à Paris, mais bon, j'ai grandi, mes 7 premières années à Paris. Après, j'ai déménagé avec mes parents et on s'est retrouvés dans l'Oise, dans un bled qui s'appelait le Plessis-Bellevue, enfin Lagny-le-Sec exactement, donc à côté de Dammartin-en-Goële, l'aéroport de Charles de Gaulle et cetera et c'est là que j'ai rencontré, mes gars, ce qui va devenir après ma famille, puisque j'ai été, le crew BK, exactement, qui qui veut s'appelait dire au début, qui s'appelait enfin, on a eu 10 000 noms comme tous les gens, à l'époque ouais. et Attends, donc juste pour savoir, ça OBK, ça c'est les lettres veulent qu'est-ce que veut dire les lettres? Sûr que tu veux alors, savoir? originellement, ça veut dire: «On baise les keufs». Right. Voilà. Ça, c'était une vraie influence. C'est-à-dire que nous, on a toujours eu des problématiques avec la police. C'était pas forcément un truc pour dire: «Ouais, fuck police» et cetera. C'était que, bah, à cette époque-là, on avait énormément de problèmes, et de contrôle aux faciès et de violence, par les condés et cetera, alors qu'on était des minots plus ou moins, tu vois? Ouais, On ouais. était des jeunes ados et voilà, on se faisait molester, en fait, gratuitement. Moi, il y a un keuf, il m'a mis un schlass, sur la gorge, voilà. Je me suis tapé avec 3 condés et ça a été porté plainte. Le mec, c'était un molosse, mais il a eu 7 jours d'arrêt. Moi, j'ai été condamné. Enfin, bref, tu vois? On Ouais, a eu ouais, des ouais. les condés qui ont fait que, heu, enfant, on n'aimait pas les keufs et c'était dans cet esprit-là qu'on a fait OBK. Il y a eu après d'autres significations comme, Original Born Killa, parce que c'était l'époque aussi de Natural Born Killa de Dre, Ice Cube. exactement. Donc voilà, on avait fait ça, mais c'est resté on baise les keufs. Voilà. Ouais, mais c'est Après c'est, important. bon après on grandit aussi, on comprend qu'on peut pas mettre tout le monde dans le même panier, même si 98 des condés sont des enculés pour moi, tu vois? Mais c'est comme si les keufs nous arrêtaient nous, ils disaient: «Bah 98 des Gurtas ou des graffeurs, sont, des petits délinquants de merde», tu vois? Donc voilà, je avec l bon, moi ça reste OBK de toute façon, quoi qu'il en soit et je suis très fier de mon groupe mais ça veut plus vraiment dire quelque chose aujourd'hui. Si je peux me permettre de mettre les pieds dans le plat, parce que j'ai vu, il y a une petite polémique, sur les réseaux. J'ai dit: «Est-ce qu'on va» du coup, je voulais te laisser la possibilité bah, de Ouais, bah, écoute, donner ta version des faits. ouais, après Que moi j'ai vraiment pas j'ai voulu, tu vu des vois? gens qui étaient un peu virulents sans vraiment ni te connaître, ni connaître vraiment ta carrière, ni tes engagements et tout. Je trouvais ça un peu Non, d puis c'est surtout que, il y a, pareil encore 98 des gens qui ont commenté en fait ce post-là, donc je sais pas, il y a eu combien de posts? 300 peut-être, pour dire, tu veux qu'on on fasse aucun un n'est petit récap du contexte? ouais, je vais le dire, mais tu vois, si tu veux, pour dire, en fait, c'est qu'il y a aucune personne qu'on connaît dans le milieu du graffiti, tu sais, qui a parlé. Donc est-ce que ces gens-là ont eu déjà une fois des problèmes avec les keufs? Est-ce que ces gens-là ont eu au moins une fois à faire, de l'humanitaire ou des maraudes? Est-ce que ces gens-là sont artistes? Enfin, tu vois? Donc moi, ça m'a fait gaulerie, mais j'ai pas voulu rentrer dans le débat et cetera. Donc pour revenir au truc, c'est, effectivement, une association de Condé qui ont monté en fait une structure, pour, aider les sans-abri. Ça, c'est la base du truc. Bon, c'est un peu perché dans le sens où il y a des Condés qui tapent les sans-abri. Mais bon, moi, on m'a appelé pour faire cette expo-là. C'est R, du groupe Duc, TDUC, qui est connu dans le graffiti, que je connais bien et cetera, qui m'a contacté, pour que je participe à cette exposition-là et j'ai dit, enfin ma première question c'était: «Ah mais attends, je suis commerce au BK, c'est comment? Non, mais c'est cool, machin, nanana. Le projet, en fait, c'était de vendre des œuvres, enfin, que les artistes fassent des œuvres, qu'ils les offrent, en fait, durant cette vente. C'était une vente aux enchères qui a été faite par Drouot et le but, c'était, que les gains de cette vente aux enchères-là, elles soient, elles aillent, en fait, à cette association-là qui distribue après aux sans-abri. Ça, c'était le but.
Moi, ce truc-là, je m'en fous. Les maraudes, je les fais tout seul. L'humanitaire, je le fais tout seul. J'ai pas besoin d'eux pour le faire, quoi. Par contre, ce qui m'a interpellé dans son discours, c'était que c'était Drouot qui mettait en place la vente aux enchères. Drouot, enfin, qui dit Drouot dit, tu une cote, enfin, tu sais, tu rentres dans un truc de côté puisque c'est, le commissaire-priseur, machin, enfin, tu vois le délire. Donc moi, ça m'a plu et en fait, direct, j'ai dit: «OK, moi, l'histoire de vente aux enchères pour des sans-abri, je m'en fous. L'histoire des keufs, je m'en fous. Par contre, vu que je suis, entre parenthèses, un peu, boycotté par toutes ces ventes aux enchères-là, que ça soit, Drouot, toutes les autres, trucs de vente aux enchères, Fluctuart, enfin, tu te rappelles, on avait une histoire avec Fluctuart, parce que je dois parler enfin, c'est pas que je dois, c'est que pendant certaines conférences, j'ai parlé mal de ces gens-là, à juste titre, tu vois? Je parle pas gratuitement, j'ai toujours des vrais exemples, et du coup, bah, il s'avère qu'aujourd'hui, en fait, je j'ai pas accès, en fait, aux ventes aux enchères ou si, par collectif parce que, je fais partie d'un collectif, tu vois? Mais sinon enfin d'un collectif, je fais pas partie d'un collectif, mais si je dois faire des toiles, dans un collectif, j'ai peut-être une chance de pouvoir me retrouver en vente aux enchères, tu vois? Mais sinon, il faut savoir que la vente aux enchères pour un artiste, enfin du moins la cote pour un artiste, c'est important. Voilà, en tout cas pour nous, c'est qu'on après à un moment donné, en fait, on touche pas la même clientèle. C'est-à-dire que moi, il y a une personne qui va m'acheter une toile, heu toi, quelqu'un d'autre, peu importe, tu vois? Il va m'acheter une toile, mais il va m'acheter une toile parce que ou il a kiffé ma toile, ou il kiffe, mon parcours ou mon œuvre et cetera. Enfin, tu vois? Il kiffe ce que je représente ou ce que la toile représente. C'est un coup de cœur. Ça, c'est un dans le cadre normal. Quand tu es en vente aux enchères, c'est différent. C'est que là, en fait, tu touches une autre clientèle qui, eux, t'achètent ta toile pour enchérir, pour, enfin, pas pour enchérir, pour, spéculer. Tu vois? Donc en fait, ils ont pas du tout le même budget. C'est-à-dire que moi, une toile que je vends, 7 000 en temps normal, dans une vente aux enchères, je peux, la vendre 15, 20, 30, 50, et je touche des gens qui sont plus aisés, puisque c'est des gens qui sont là pour spéculer et comme moi, je rentre pas par la porte, tu vois? Comme je rentre pas par la porte et ben, là, je me suis dit: «Tiens, c'est une fenêtre qui est ouverte, je vais essayer de rodcal le truc» et c'est comme ça et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour de la vente aux enchères, j'ai parlé avec Sino et Sino me disait qu'en fait, même si c'était Drouot, comme c'était une vente caritative, il pouvait pas la mettre en et ça, moi, Ouais. j'avais pas l'information. Donc du coup, la vente a enfin, mon œuvre, en tout cas, elle a été retirée de la vente. Ah OK, donc tu as Mais ça, retiré personne ton ne œuvre. sait, j'ai pas communiqué dessus, je m'en bats les couilles. Donc tu Ouais. vois? Moi, les gens, ils peuvent parler, je sais qui je suis, je sais ce que je fais, je sais où je vais. Donc tu sais, puis si c'est pour polémiquer, pour blablabla, ça m'intéresse pas, quoi. Donc voilà, en fait, moi, mon délire dans cette participation à cette, ce truc-là, au-delà de me faire une sale réputation, c'était de rentrer, en fait, en vente aux enchères et du coup, d'avoir une cote. Parce qu'aujourd'hui, j'en ai une plus ou moins, mais c'est une cote, par la rue, quoi. Tu vois? Ouais. C'est pas une cote, une vraie cote de vente aux enchères. C'est-à-dire que une société ou un mec qui veut acheter de l'art ou du graffiti, il va pas se tourner vers moi directement. Il va aller voir des gens comme Alain Dominique Galizia qui est une merde absolue, ou, tu vois? Et C'est qui ça. vont qui vont les orienter sur des gens qui sont déjà dans des cotes, tu vois? Ouais, Pas sur des gens comme nous, quoi. ce podcast part complètement en vrille. Mais bon, moi, je dis ce que je pense. Et donc voilà, donc voilà, c'était pourquoi la participation du truc, et j'ai Mais pas qu'est-ce que tu en penses, Nick Fury? Parce que nous, enfin, dans la musique, c'est différent. C'est vrai que dans les arts plastiques, c'est quand même, super important d'être, en tout cas, quand on veut entrer dans le marché, d'avoir une cote pour, des considérations peut-être aussi institutionnelles. Mais je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Parce que au final, c'est pas cette cote directement qui te permet de développer, ton activité au quotidien et de même éventuellement vivre, de ta pratique artistique. Donc, pourquoi c'est important, d'en être, quoi? Ah déjà, c'est important d'en être à mon avis pour pouvoir bénéficier de ce que des gens qui, entre guillemets, «méritent moins» en termes d'authenticité et c'est pour ça que moi, j'en très souvent, nous, on est resté en dehors, par, justement cette espèce de rejet de l'académique et cetera.
que ce soit dans le rap ou même surtout dans le graffiti là, comme Comer vient de l'expliquer. Et moi, je pense que c'est une mauvaise idée. On va se retrouver avec les fakes, je vais reprendre la phrase de Booba: les bidons tiennent le guidon». Et on va se retrouver avec que les mecs qui, entre guillemets, n'ont pas fait avancer la chose avec leur sueur, leur tripes, leur cœur, qui sont en place, et c'est très bien pour eux, hein. Ils ont le droit d'être opportunistes aussi, mais nous, il faut pas que le protection enfin, si tu veux, l'espèce de la faut pas confondre, idiotie et compromission, quoi. C'est totalement idiot d'être, tout seul dans ton coin et cetera, alors que tu mérites, de porter cet art-là, au meilleur niveau. Et dans l'absolu, en regardant ça de l'extérieur sur la peinture, pour moi vraiment, je préfère que ce soit les graffeurs qui ont quelque part une empreinte dans l'histoire, ou les artistes qui ont une empreinte dans l'histoire, qui bénéficient, du «circuit académique» aussi, entre guillemets. Et donc moi, j'aurais pas de problème à dans la musique j'ai toujours dit, quand nous on était des indépendants, au moment où c'est dur d'être indépendant, où c'est très dur, il y a pas d'ouverture, il y a pas d'internet. Et la devise, c'était: «On fait toute notre musique sans calcul, mais à partir du moment où le produit, la musique, où l'album devient un produit, on est en mode requin comme jamais». Et donc si on doit l'envoyer là, travailler avec tel, 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 le but c'est que le scud qui a été fait avec aucun calcul et avec le cœur et les skills, et ben, il se retrouve au plus haut possible. Donc là-dessus, je pense que je trouve que c'est un intéressant, et qu'il faut pousser justement à ce que des, grosses galeries, et cetera, boostent beaucoup plus des gens, qui en plus d'avoir le talent, ont, une certaine légitimité. Parce que ça peut paraître, allez, problématique de parler de légitimité, parce qu'on dirait c'est souvent par rapport à qui, et cetera, et cetera. Mais il y a quand même un tronc commun qui fait qu'on peut dire que telle personne mériterait tel ou enfin voilà, d'être en place, ou en tout cas pourrait parler pour la culture beaucoup plus que d'autres. Enfin voilà mon avis, global là-dessus. Ça permet à tu vois, aujourd'hui, on souffre de justement du fait qu'on voulait être, authentique, tu Carrément. vois? On souffre de ça parce que ça, du coup, on a des gens qui sont mis en place, alors pas forcément en tant qu'artistes seulement, mais même plus haut, parce qu'ils ont évolué, par opportunisme, tu le disais, ou pas, mais bon, peu importe, ou ils ont été, relayés en tout cas, et du coup, ils tiennent pas un bon discours. Donc le discours après, il est biaisé et on perd en fait, la possibilité d'avoir nous, en fait, le vrai discours. Ouais, Enfin, c'est vrai. vrai ou faux, mais tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu comprends le Non, non, mais les arcanes, en réalité, on a un peu raté le coche, nos générations, c'est de récupérer les arcanes, être nous derrière les manettes. Et parce que justement, on avait cette espèce de, tu sais, genre, vade retro Satanas, tu vois? On est bien entre nous, et qu'entre limite le «entre nous», c'était devenu un «qu'entre nous», et c'était pas très intelligent, passer un certain cap. Au tout début, c'est normal, quand on est dans le feu de l'action, c'est un peu normal. Mais après, pour justement pérenniser ce qu'on a pu, insuffler, et que, aussi ce qui appartient, enfin ce qui est à César revienne à César, parce que c'est, historiquement, important, je pense, et notamment sur le hip-hop, que ce soit dans le rap ou dans le graffiti ou dans la danse, ou plein de choses comme ça. C'est toujours bien, et c'est pour ça, au début de l'interview, tu parlais de documenter tout ça à travers des ouvrages, des livres, et ça, c'est hyper important aussi. Et ça, qui de mieux que ce que dire ça. nous-mêmes? Ouais. Et pour le coup, je pense que, il faut sortir de cette espèce de, hem, alors de réticence, quasi, extrême à tout, parce qu'à un moment donné, au final, on va laisser en place, Là, on perd que plein des de choses. fakes. Ouais. Et puis même, J'en profite pour montrer l'ouvrage en question. ouais, c'est très C'est beau. quand même, C'est un pavé, ouais, c'est un pavé, il est magnifique, combien de pages? Et 300 pages, 300 pages, 2,8 kg. des photos d'archives de fou. Franchement, c'est incroyable. Merci, c'est gentil. Non, c'est une œuvre de fou, ouais. Et heu et d'ailleurs, puisqu'on est dans les livres et dans l'édition, on peut en profiter pour parler de ton autre,
projet, projet qui est Ouais, sorti, ouais, hein, déjà depuis c'était un longtemps? autre projet, 10 ans plus tard quasi, enfin 7 ans plus tard où j'ai écrit en fait un récit. Donc, pareil encore une fois, le premier récit autobiographique, du graffiti parce Ouais. que ça se faisait enfin ça s'est pas fait, tu vois? Le graffiti, c'est surtout en image que ça véhicule. Il y a eu, des petites briefs, tu vois, qui ont été faites où, des gens racontaient un peu, des briefs d'histoire, machin, mais jamais en fait l'histoire, de la personne de A à Z et voilà, moi je C'était l'ai bien après compris, le quoi. procès, c'est ça? Comment? C'était suite au procès ou ça? C'est alors le oui, c'est en fait, il est sorti enfin oui, parce qu'en fait, j'ai été insufflé par, la mère de mon fils, qui en pouvait plus, que parce qu'une fois que je me suis fait arrêter, donc un gros procès le gros procès de Versailles, donc un procès qui a duré 12 ans, et quand je me suis fait interpeller, donc avec perquis, machin, enfin tout ce qui s'ensuit, machin, les 72 heures de garde à vue et j'en passe et bah, la mère de mon fils m'a dit: «Ouais, c'est bon», tu vois? Heu, C'est c'est bon. fou en fait, je comprends mieux aussi pourquoi tous les graffiti artistes, les graffeurs, taggeurs et cetera, ils ont aussi cette mentale de vandale, de fou et mais parce qu'ils sont traités aussi comme tels Ouais, bien sûr. par le pouvoir quoi. Enfin je veux dire, c'est complètement fou pour avoir fait de la peinture, ce niveau de répression quoi. C'est c'est «pas bien» entre guillemets, mais je veux dire ça là on dirait qu'on traite des terroristes quoi. C'est C'est ça et puis c'est on est dans dingue. des risques qui sont plus encore, qui enfin, il y a des peines, tu vois, qui sont hallucinantes, tu vois? Où il y a des gens, moi j'ai des amis proches qui ont été incarcérés à la santé, donc où il y a les grosses peines pour du graffiti. C'est Arrive, tu les cheveux longs, tu comme ça, tu arrives, dans une geôle où, tu un mec, il est là pour, 40 ans, tu dis, «Qu'est-ce qui va se passer?» Bon, tant mieux, tu vois? Il s'est rien passé, pour lui, mais tu vois, c'est complètement ouf, quoi. Ou d'autres gens qui ont été interpellés et qui sont restés en prison, enfin bon, voilà, bref. En tout cas, quoi qu'il en soit, bah, cette femme-là m'a dit qu'il fallait que j'écrive et elle m'a donné un calepin, mais en fait, elle voulait à la base que je fasse des tags, plutôt de les faire dans le métro parce que je m'arrêtais pas, hein, forcément. C'est-à-dire que le jour où je suis sorti du tribunal, j'ai pris le RER alors que j'étais interdit de transport en commun et bah, j'ai été prendre un marqueur, un relais, tu sais, relais H là ou je sais pas quoi là et j'ai tagué, dans le métro, enfin dans les RER. C'était une Donc voilà, c'est addiction. un truc qui pouvait enfin qui je pouvais pas en fait arrêter comme ça et donc elle m'a dit: «Vas-y, fais ça sur feuille», donc je trouvais ça débile, tu sais, d'être assis et tu sais, gratter ma feuille, bêtement. Donc j'ai dit: «Vas-y, c'est de la merde et cetera». Elle m'a dit: «Mais écris, je sais pas, écris des histoires», tu vois? Enfin elle m'a un peu, fait chier avec ça. Elle m'a dit: «Ouais, écris ta vie». Donc à la base, en fait, le livre s'appelait Ma Life, pour dire, tu vois? Et j'ai commencé à écrire, 2-3 notes et puis de 2-3 notes, en fait, je me suis parce que ça avait enfin, c'est ce qu'on appelle tu sais, l'effet de la page blanche là, tu vois? Où tu es là et tu réfléchis, machin et sur les 2-3 notes, à un moment donné, je me dis: «Mais attends, au final, pourquoi j'en suis arrivé jusque-là?» C'est-à-dire que pourquoi aujourd'hui, 30 ans après, tu vois, que j'ai commencé le graffiti, pourquoi j'en suis arrivé à être au tribunal, passer dans un gros procès, faire la une des journaux, parce que c'est ce qui s'est passé aussi. Voilà et donc où en fait j'ai pris comme dans un film, tu vois, le sens inverse. J'ai écrit en fait, le début, c'est la fin, tu vois? En disant voilà, je sors du tribunal, machin, nin nin, donc j'explique ça et après je dis: «OK, pourquoi j'en suis arrivé là?» et ça, c'est le début de mon histoire et après je pars sur, bah, ma vie quoi, mon enfance et cetera. Ça a été aussi insufflé par le fait que pendant le procès, je me suis confronté à un problème, c'est que, la juge d'instruction nous prenait en fait pour des malades. Comme quoi on n'avait plus le droit de prendre les transports en commun parce qu'on était addict et que qu'on voyait le métro, ah! On taguait. De là, enfin en fait, ça m'a on donné voit une l'idée. porte derrière toi, hein, quand même. Comment? Je veux dire, on voit une porte de métro derrière Bien. toi. Et on est un peu Je comme sais ça, pas c'est si c'est de l'addiction, ouais. ouais, bien sûr. Et du coup, de là, ça m'a donné une idée sur ma défense, parce que moi, ma défense directe, elle a été portée parce que en fait, la procédure, on la connaissait déjà. Ça faisait, 1 an qu'on était au courant qu'il y avait une procédure et on savait qu'on allait nous péter. Alors moi, je savais que j'allais me faire péter, mon groupe était au courant, les gens qui tournaient autour de moi étaient au courant et cetera. Donc moi, j'avais déjà travaillé. Comme j'ai eu d'autres histoires pour d'autres affaires qui n'ont rien à voir avec le graffiti,
j'étais un peu, aguerri des procédures, donc je savais comment marcher et je m'étais dit: «OK, il y a des prescriptions». Donc moi, j'allais jouer sur les prescriptions, ce que j'ai fait. Mais par contre, là où j'ai voulu appuyer encore plus le truc, c'est sur la folie. Parce que si moi je suis fou, si tu considères que je suis fou pour, m'interdire les transports en commun, ceci, cela, ça veut dire que, j'ai une pathologie à ce moment-là et c'est comme, sous l'alcool, sous le tu Tu vois? pas responsable, en fait. Je suis moins responsable en tout cas. Donc moi je Mmh. voulais jouer sur cette carte-là et du coup je me suis dit: «Ce le mieux pour prouver ça, parce que je peux pas le prouver avec moi directement, c'est de faire une étude sociologique». Et comme par hasard, à ce moment-là, je rencontre une journaliste qui travaille chez Marianne et qui avait fait, des grosses études sociologiques. Donc du coup, je dis: «Vas-y, viens, on fait ça». Elle était super, quoi, tu sais, elle m'a dit: «Ah mortel» et tout, elle était comme une ouf et on a commencé à faire, un panel, tu vois, de gens et les gens, en fait, je me suis rendu très vite compte qu'ils racontaient de la merde. Tu vois, un mec, enfin, peu importe, je vais pas te citer les noms parce que ça sert à rien, mais en gros, c'est, «Ouais, moi, tu as vu, je viens d'une cité, machin». Mec, tu habitais dans un bâtiment, dans le 14e arrondissement, pierre de taille, tu enfin, tu vois, tu es pas une Chaïra, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Dans cet esprit-là, donc en fait, ça biaisait, en fait, l'étude parce qu'à partir du moment où tu es pas, honnête, tu vois? Moi, ce que je voulais prouver, c'est qu'il y avait un manque quelque part. En fait, il y a un tronc commun avec tous les taggers, c'est qu'ils ont, un manque affectif par, le biais de souvent des parents séparés. Ça revient le plus souvent, c'est, 80 par, tu sais, une vie sociale qui est compliquée et mais tu as tout dedans, tu vois? Dans les graffeurs, tu as des bourgeois, tu as des gitans, tu as des, tu vois? Tu as toutes sortes de personnes et ça m'intéressait mais bon, ça a biaisé. Le fait d'écrire mon bouquin, ça permettait aussi de montrer qu'il y avait un humain derrière. Il y avait pas juste, un blaze et cetera. Parce que je raconte ma vie, personnelle, enfin, je rentre dans mon intimité en racontant, mon enfance, mes parents, mes premiers amours, tu vois? Les différentes, mères de mes enfants et cetera, mes enfants, enfin, tu vois? Je rentre vraiment dans mon intimité, ce qui se fait pas beaucoup non plus dans le graffiti. Tu vois, en général, on parle, on est là, on est des bonhommes, «Ouais, tu as vu, je fais des tags». Donc il y a même plus humain et ça, et je pense que c'est ce qui a aussi fait que ça a beaucoup plu, tu vois? Le côté, humain. Ouais, parce que c'est ça, si on ça, si on bascule sur le côté édition pure, business quoi, entre guillemets, justement dans cette économie, comme dirait Nick Fury, qu'on appelle l'indépendance. Là, ça a été un projet aussi, complètement indé, auto-édité, Pareil, auto-distribué, mais malgré tout un succès de c'est de ouf, mais Paris City, par exemple, alors moi, j'ai fait des études de commerce. Donc quand j'ai fait Paris City, potentiellement, je me suis dit: «Attends, il y a 2 200 photos, il y aura 2 200 Gurtas minimum qui vont acheter le bouquin parce qu'ils sont représentés dans le bouquin, plus leurs potes, machin». Enfin, tu vois, tu fais un calcul de polichinelle, tu vois? Et ça fait 10 ans qu'il y a pas de bouquins qui sont sortis sur le graffiti. C'est un truc uniquement parisien, c'est un truc qui est pas du tout de complaisance, tu vois? Parce qu'on a mis même des gens avec qui moi j'étais en embrouille, tu vois? il y a Moi, des humains et des humains intelligents en fait derrière les donc voilà, j'avais réfléchi comme ça et puis il y avait un background, tu vois, avec Capital qui continuait en fait, le bouquin Capital qui continuait à, malgré que ça faisait 10 ans qu'il était présent sur le marché et qu'il y avait que ce bouquin-là qui existait, il continuait à se vendre. Tu vois? Même si il y avait une chute quand même, quand tu fais une étude de marché, il y avait une chute en fait des ventes. Mais bon, voilà, j'avais ce calcul-là, je me suis dit: «Bon, au pire, je rentre dans mes frais». Bon, finalement, ça a été pire que ça. Enfin, ça a été mieux que ça, du moins, parce qu'en 1 mois et demi, j'ai écoulé, 3 500 exemplaires, ah, ce qui est magnifique, bravo. incroyable pour une auto-édition, tu vois? Sans Pour un publicité, livre tout court? hein? Ouais. Oui, pour Pour un un livre, livre tout court, ouais. parce que ça devient enfin, tu vois, les best-sellers là, tu vois? En fait, il faut savoir qu'une maison d'édition, quand elle édite un livre, enfin, il faut qu'elles éditent, entre 7 et 10 livres pour avoir en fait, pour qu'il y ait 3 4 livres qui fassent vivre les autres livres, quoi. Parce que Mmh. c'est un best-seller qui fera vivre le reste, quoi. Ouais, je crois Moi ça doit être directement, j'ai fait, alors avec toute, en étant tout humble, j'ai fait un best-seller, tu vois? Parce que là, il s'est vendu, là, je sais pas, je suis peut-être à 7 000 exemplaires, tu vois, de bouquins. oh waouh, ça c'est ouais le Paris City. Paris City et par contre,
pour le coup, marqué à vie, c'est complètement autre chose parce que c'est marqué à vie 30 ans de graffiti vandale, le récit autobiographique. C'est que là, il y a pas de background. Donc là, je sais pas où je vais. Là, moi, j'écris un livre, c'est pour moi, mon zen et je me dis: «On verra», tu vois? Et finalement, bah, ça prend, ça marche, tu vois? Les gens kiffent et on a même été jusqu'à écrire, au début, c'était pour écrire un film, mais finalement, c'est devenu une série. Où on a écrit une série par rapport à mes Au histoires, livre. parce que du coup, il y a plein d'histoires. Alors après, on a mis de la fiction aussi dedans, mais voilà, le truc, bon, il est pas sorti. Pareil, c'est tu sais, dès que tu fais pas une école de cinéma, machin, nin nin, bah, tu vois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Et mais si on revient sur, justement la distribution de ton livre, c'est super intéressant. Comment tu as fait? Parce que c'est quand même, alors, est-ce qu'il était accessible, je sais pas, seulement sur ton site, dans les Fnac, dans les librairies? Comment ça? alors, ça a été le plus dur et c'est un truc que j'avais pas calculé, tu vois, J'imagine. dans le côté commercial. C'est-à-dire que moi, Parce que c'est le pareil, truc Nick Fury, comment vous avez fait? Vous alliez mettre les disques dans les Fnac ou c'est comment ça. enfin, Non, non, on ouais, avait un voilà. distributeur. Heureusement, sinon ça aurait été, Mais moi, j'ai fait ça par contre. ouais, peut-être Ouais. un soldat. Ah ouais, ah ouais, moi j'ai frappé à chaque, Fnac, enfin j'ai téléphoné, parce que ça c'était une mission. C'est qu'au début, je vais à la Fnac de Paris, des Halles. Je dis: «Voilà, je fais un bouquin», je montre en fait, le proto. Elle me dit: «Ouais, super, il y a capital, ça marche plus», enfin Mais bon. genre, tu es allé, tu as toqué, tu as dit: «Je Non, veux, mais j'ai rencontré la personne qui s'occupe à la la Fnac, section quoi». livre à la Fnac des Halles, ouais. Ah ouais, c'est fou quand Non, même. là, j'ai été la voir en direct, tu vois? Ouais, ouais. Elle me dit: «Ouais, non, ça marche pas, machin». OK. Je dis: «Mais si», j'insiste et tout, je dis: «Mais si, vous inquiétez pas, ça va marcher». Je fais: «Bon». Et elle me dit: «OK, bon, je vais essayer, je vais vous en prendre 5». Mais ils OK? te les achètent ou tu les mets en dépôt? Alors là, en fait, on savait pas trop comment ça se passait. C'est que moi, en fait, j'arrive Salut, avec mon j'ai un innocence, livre à vendre à je la Fnac. viens, pour moi, c'était à l'ancienne, tu sais, comme on faisait pour les scuds à l'époque. Ouais. Tu déposais tes trucs et après tu revenais. C'est pour ça que la Fnac avait arrêté aussi à un moment donné parce que, les mecs, ils venaient: «Ouais, tu me dois du genre», ça tapait et machin, c'était le bordel. Donc moi perso, je savais pas vraiment. Moi, ce qui m'importait, c'est qu'ils me prennent, tu vois, les 5 bouquins ou qu'ils me prennent en fait des bouquins. Peu importe après si c'est en dépôt-vente, si je les perds, si machin, je m'en foutais. C'était pour amorcer le truc, quoi. Et de là, je rentre et 2 jours après, il y a la meuf de la Fnac qui m'appelle et qui me dit: «Non, non, mais on va vous en prendre 20 pour, la Fnac des Halles». Je dis: «OK, comment ça se passe pour les autres Fnac?» Elle me dit: «Je vais vous envoyer une liste et en fait, vous avez, toutes les Fnac de France et il faut les appeler». Non, Là, c'est j'étais: pas possible. «Waouh!» C'est le délire, quoi. C'était Et quoi? Il y j'ai fait avait 90 Fnac, je crois, à ce moment-là. ouais, il y avait une centaine de Fnac, ouais. Ouais, ouais. Et du coup, j'ai fait ça. Je Il y passais avait mes pas de mail journées encore à l'époque. non, Non, et le je lundi, crois. j'appelais, je disais: «Bonjour», le lundi, hein. Lundi, j'appelais: «Bonjour, voilà, je me présente, Comer, nin je fais un livre, ta nin la Fnac en vend, tac tac». Parce qu'après, ils ont, eux, direct accès, en fait, au livre puisque je suis référencé Fnac et cetera, tu vois? Donc eux, direct, ils regardent: «OK, ta 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 ta». Mercredi, je rappelais en disant, «OK, est-ce que vous avez des ventes? Est-ce que je fais vous le réassort?» et cetera. Et le vendredi, je rappelais encore une fois pour, pouvoir distribuer, ce que je devais distribuer, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est contrairement à un Gallimard, Flammarion, Larousse, peu importe, tu vois? Les grosses, les gros réseaux, d'édition, qui eux arrivent, ils sortent, je sais pas, 3 000 bouquins, ils arrivent à la Fnac, ils disent: «Voilà, j'ai 3 000 bouquins». Eux, ils les prennent, ils les dispatchent, ils les mettent en tête de gondole ou pas, tu vois? Moi, non. Moi, en fait, ils me font passer par la SFL, la Société française du livre, tu vois? Qui, eux, regroupent toutes les commandes de toutes les Fnac et eux me commandent en direct. Tu sais, c'est un autre schéma. Ça veut dire que moi, en fait, c'est moi qui garde mon stock. C'est pas j'arrive et je distribue mon stock. Et là, après, on est rentré un peu dans un truc. Donc, comme j'avais un peu la force parce que ça se vendait le bouquin, j'ai négocié et en fait, moi, je disais: «OK, mais moi, je me déplace pas pour un bouquin à chaque fois. Donc, c'est minimum 10 bouquins». Parce que moi, j'avais des cartons 10. Ah ouais, ouais. Et comme eux, ils étaient dans le comme ça, et ben, ils m'ont dit: «OK, vas-y 10, pas de souci». Donc, en fait, je me déplaçais souvent, je livrais, 20, 30, 40, 50 bouquins. Ouais, ouais, ouais. Et moi, je livrais à la Fnac et après, en fait, c'était dispatché dans toutes les Fnac, à la SFL et Mmh. après, c'est dispatché dans toutes les Fnac de France, Mais peu par importe. contre, tu devais prendre les commandes avant? C'est pas moi qui prenais les commandes. Oui, après, c'est la SFL Ouais, qui en fait, voilà, la ouais. SFL regroupait les commandes et moi me Ouais, les relançait. ouais, ouais. Et par exemple, tu vois, pour l'histoire, Virgin,
Tu vois, à l'époque, il y avait encore Virgin. Ouais, sur les champs, c'est vrai, c'était Voilà, top. ils voulaient mon bouquin et moi, je dis: «OK, pas de souci». Ils m'ont dit: «OK, mais par contre, il faut passer par notre distributeur». Tu étais pas En gros, SFL? en fait, quand tu distribues un bouquin, moi, il est vendu alors c'est un prix miséreux, hein, tu vois? Parce que j'ai essayé de faire un prix qui allait être abordable pour un maximum de gens parce que moi, je suis pour la culture et donc il est à 35 €. Tu vois? Pour un pavé, de ce niveau-là, tu vois les bouquins, c'est 49 balles, tu vois? En général. Mais moi, je voulais faire un prix vraiment abordable pour qu'un maximum de gens aient l'information et donc 35 €, c'est le prix public. Eux, en fait, ils te prennent quand tu le vends direct à la Fnac, en l'occurrence, c'est 40 du prix public. Donc en fait, toi, ils te redonnent 20 balles. En gros, hein, je te passe des centimes moi, mais c'est 21 balles, OK? Sur 35 €. Sauf que moi, sur les 21 balles, j'ai la livraison, j'ai, l'édition, enfin, tu sais, l'impression, tu vois, d'avoir imprimé mon bouquin et cetera, les frais d'impression et cetera. Donc finalement, la Fnac va gagner beaucoup plus d'argent que moi. C'est que moi, par bouquin, c'est une misère. Je gagne, peut-être 8 balles en tout à la fin, parce qu'après j'ai l'URSSAF, les machins, les conneries, quoi. C'est pas en fait, c'est pas avec un bouquin que tu deviens riche. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'en un mois et demi, j'ai pu liquider, en fait, mes 3 500 bouquins. Direct, j'ai remis la sauce. C'est-à-dire que l'argent que j'avais récupéré, je l'ai réinvesti. On a ressorti encore des bouquins, 3 000 bouquins, machin. Bon, après, il y a eu une couille sur l'impression et ça a été une guerre. Il a fallu mettre des coups de pression, à l'imprimeur, mais bon, tu vois? Ça nous a fait perdre du temps, en fait, dans la vente. Puis entre 2, il y a un autre bouquin qui est sorti qui s'appelle Descente interdite, qui a fait concurrence donc tu vois? Il y a la durée de vie d'un bouquin, vraiment, la vraie durée de vie d'un bouquin au début, c'est, 3 mois. Après, Mmh, c'est sur du long terme et ça se vend, c'est comme ça, quoi, au compte-gouttes. mmh, mmh. Mais J'avoue. ouais, c'est une super expérience, mais pour me marquer à vie, en fait, ça a été plus simple puisque j'avais déjà les contacts. Donc ils me faisaient Mmh, confiance, ils ont vu que, bah, tu as vu, moi, je leur fais quand même du chiffre d'affaires finalement, tu vois? Malgré tout. Ce qui est fou, c'est que mon bouquin, tu vas dans n'importe quelle Fnac de France, il est jamais en exposé, enfin, il est jamais exposé, il est sur leur site, mais il est pas exposé physiquement. Ce qui mmh, est débile, parce que si tu exposes un produit, il est censé être plus vendu, tu vois? mmh, mmh, mmh. Et c'est comme ça. Et malgré tout, je fais partie sûrement des meilleures ventes de leur catalogue, quoi, niveau graffiti. Bon, comme ça, mais tu vois, c'est des boycotts, qui te saoulent et pour revenir à Virgin, c'est que Virgin voulait mon bouquin, mais ils voulaient, en fait, que je passe par leur distribution. Donc au lieu de 40 que je leur donne 40 plus 10. Mmh. Et ça me sert à quoi, en fait? Je dis: «Moi, je suis le distributeur déjà» Ils voulaient t'essorer, quoi. Ils voulaient t'essorer et ils voulaient jusqu'à là. m'estomper. Donc j'ai dit: «Non» et en fait, ils sont revenus, jusqu'avant qu'ils ferment, là, ils revenaient encore vers moi et tout. J'ai dit: «Non, vous aurez pas mon bouquin, fin». C'est peut-être pour ça qu'ils ont fermé Commerce, tu imagines? Non. Non, non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est que en fait, tu Tu rentres as dans un entraîné Virgin, non? Tu as pas été te venger en taguant sur le Virgin, fermé? non, non, parce que tu sais, c'est le seum qui sert à rien. Tu sais, la Non, je vengeance, sais. Non, non, mais c'est sûr que les distributeurs à l'époque, ils se gavaient parce que je te disais que nous, bah, on passait par un distributeur. C'est vrai que le contrat classique, c'était 60-40. c'est Donc ça. du coup, du prix de gros hors taxe. Donc du coup, déjà de pas ce que le mec paye, il y a le prix de la Fnac et cetera et au final, fallait quand même vendre beaucoup pour pouvoir, rentrer dans tes frais, puis commencer à represser et cetera, un peu comme toi. Ouais, ouais. Mais tu disais que tu as commencé ton livre par, le constat après l'arrestation, mais Le j'aimerais mar qu'on ouais, comment? ouais, le marqué à vie, le Ouais, récit, tu parles? ouais, le marquage à vie. Mais c'était un des procès, bah, qui faisait, parce que dans les années 2000, il y a eu pas mal de procès, je pense qu'il y a eu une vague d'arrestations de ouf, C'est chez les graffiti ce artistes. procès-là et après, il y a eu plein d'arrestations, suite à ce Et procès aussi. et pour ceux qui, bah, justement, bah, soit sont trop jeunes, soit ne connaîtraient pas cette époque, parce que moi, de l'extérieur, bah, j'ai toujours gravité autour du monde du graffiti et du tag plus même, de taggeurs qui étaient, dans plein d'amendes, de problèmes et compagnie. Mais on a vu un espèce de ras-le-bol monter entre, je sais pas, les années 80 et les années 2000 qui a abouti à ce que, bah, il y ait une sorte de task force ou des trucs comme ça qui soient vraiment concentrés là-dessus. Est-ce que, bah, tu peux nous expliquer vraiment, cette vague d'arrestations, quel était que ce procès-là, jusqu'où ça a été? Parce que ça a été vraiment, vraiment très, très, documenté et c'était dans les journaux, c'était partout, quoi.
le truc, c'est que, la RATP mène un combat depuis, bah, tu l'as dit, depuis les fins des années 80, mène un combat avec le graffiti. C'est genre, je sais pas, tu sais, ça devient même débile à un moment donné, Ah ouais. surtout qu'aujourd'hui, heu, autant avant les années 80, les peintures ou les tags avec les encres et tout, elles restaient sur le support. Aujourd'hui, en fait, ils ont tellement des films plastiques, tu sais, en 2 secondes, un coup de Karcher, c'est fini. Il y a plus lieu, quoi. Enfin, tu vois? Et puis même collabore, tu vois? Avec des artistes pour éviter de bon, peu importe. Mais, en fait, il y a eu des brigades qui ont été montées à cette époque, des années 80 jusqu'aux années 2000. Il y a des brigades qui se sont succédées, qui faisaient des arrestations. Donc il y a eu l'époque du Louvre, tu vois? 91, avec les VEP, Oeno, Sten, Gary, enfin, tu vois? Où ça a fait un gros buzz. Et ce gros buzz, il a été fait parce que la RATP n'avait pas de budget de nettoyage. Parce qu'en fait, ils ont des contrats annuels, tu sais, avec la Comatec, notamment à l'époque, mais ces budgets-là, ils sont en plus. Et d'ailleurs, un mot co enfin, une firme comme la Comatec, elle est vastement citée, par exemple, dans le rap. Nick la Comatec, tu l'entendais dans énormément de morceaux de ce moment-là, quoi. Tu as Bah, vrai tu parce qu'il y avait vraiment beaucoup de taggers, tu vois? ouais, Les c'est clair. rappeurs, ils Ouais. taguaient, les DJ, ils taguaient pour avoir des noms, tu vois? Ouais, c'est clair. Quand on arrivait dans le hip-hop, en fait, c'est notre autopromotion, donc on fallait qu'on se fasse connaître de notre microcosme, tu vois? Tu as connu Ça. ça? Mmh. Heu, donc pour se faire connaître, il y avait rien de mieux que d'avoir un marqueur ou une bombe et de faire et taguer un peu, les partout où on passait et voilà et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître et après, chacun prend sa spécialité, quoi. Et c'est vrai qu'il y a eu Louvre, premier gros, procès de, allez, Médiatiser. médiatisé et cetera et il y a eu, bah, «le vôtre» entre guillemets, celui, c'est quoi? C'est 2001 je crois, hein, Entre 2001 et 2002, enfin ça a commencé en 2001, mais nous on a eu les arrestations ont commencé en 2002. ouais, bah et là, vraiment, c'était un truc, tu avais l'impression, il y avait une espèce de FBI. Alors moi, je me suivais un peu de l'extérieur, mais j'hallucinais. C'était vraiment des arrestations. Tu avais l'impression d'avoir un gang, de qui avait été démantelé, et qui faisait des trucs de fou et comme tu dis, bon, il y a ça reste même si on peut comprendre, je sais pas, que le vandale, bah, forcément, par essence, c'est vandale, donc peut-être, c'est «illégal» entre guillemets, mais que ça soit, médiatisé dans ce sens-là, vraiment avec, Bah, c'est parce que, toi ils ont voulu faire un exemple. C'est-à-dire que c'est pour ça, c'est là où ils se sont plantés d'ailleurs. Parce que, ça a été enfin une si tu promo habites plus qu'autre chose. comment? Ça a été une promo même plus qu'autre chose, on dirait. Ouais et puis en plus, parce qu'après ce procès-là, il y a plein de générations qui se sont montées, en fait. Ouais, Moi, il y c'est a ça. plein de gens qui viennent me voir et me font: «Mais tu sais qu'en fait, moi j'ai connu le graffiti avec le procès de Versailles, c'est grâce à toi que j'ai commencé le graffiti, machin, nin nin», tu vois? C'est ouf. Parce que justement ça donne, un aspect, «Ah, c'est un truc interdit», voilà. Ouais, il y a le côté révolutionnaire aussi, enfin les mecs qui vont à contre-courant de l'ordre établi et cetera et donc Ouais du coup et puis en plus, tu arrives avec une autre génération, qui toi, nous, on a connu le graffiti via le hip-hop, via la culture hip-hop. Cette génération-là, 2000, on va dire, 2001, 2015, ils s'en battent les couilles. Ils font du graffiti pour faire du graffiti, tu vois? La plupart des mômes, hein, qui ont commencé à ce moment-là, ils ont jamais eu, un sens de la culture hip-hop, ou, que savoir si c'est lié ou pas. D'ailleurs, quand tu demandes à des mômes aujourd'hui: «Ouais, c'est quoi le hip-hop?» Ils vont te dire: «C'est la danse», ouais, ouais, tu c'est vois? clair. Ouais, alors que toi, Du DJing, tu vois? vous étiez en bande, les Zoulous, toute cette Ouais, époque. mais ça, c'est la grosse période, ouais, il y a Mais au début, quand tu commences, c'est ça. Et puis il y a aussi, il y a aussi la spiritualité qui rôde pas loin aussi, non? oui, il y avait un constat aussi de mal-être, tu vois? D'une jeunesse, en fait, qui se retrouvait pas musicalement dans ce qui se passait. Heu et d'un coup, on nous vend, parce que nous, en France, on est différent que les États-Unis, mais on nous vend un package où, bah, on voit des Renois, on voit des Arabes, des Juifs, des musulmans, enfin, toi, qui traînent ensemble et qui font un truc ensemble. Tu vois? Où ça crée, en fait et on crée avec rien et c'est ça qui était intéressant et puis, en plus, on était, hors société. Comme on n'avait pas besoin d'eux, limite on les seuls moments où on avait besoin d'eux, c'était pour les MJC. Parce que le reste, on demandait rien à personne et on construisait. Tu vois, si on n'avait pas de pile dans notre poche et ben, on faisait du beatbox et du coup, l'autre il rappait, enfin, avec rien, on fait les choses, quoi. Nous, on allait voler nos bombes, enfin, c'est pas bien, mais voilà, parce que c'était cher.
En fait, on faisait de la débrouillardise, le système D. Et ce système D là, il était complètement hors système. Et en fait, on était une culture. Je dis on était parce que pour moi, il y a plus de culture hip-hop, ça n'existe plus depuis 93, à mon sens. Mais on était une culture qui pouvait, où on pouvait évoluer dans un truc, devenir quelqu'un, toi, dans un microcosme, ou devenir quelqu'un tout court, dans un autre cadre que ce qu'on nous pondait, le scolaire. Voilà, il faut que tu travailles à l'école, qu'après tu ailles au bureau, que tu fasses métro, boulot, dodo. Tu vois? Et nous, on avait une autre visibilité, enfin, une autre vision, en fait, d'un avenir. Et puis, comme c'était un peu asocialisé, on dit ça? Tu vois? Antisocial, enfin pas, on n'était pas chic, tu vois? Mais on n'était pas dans un système, heu et puis le rap, il était ultra conscient, tu vois, malgré tout, C'est donc vraiment une culture, c'est mélangé, quoi. la culture d'être reconnu par ses pairs à ce moment-là, c'était limite ça qui était, Le déjà Graal, quoi. le 1er truc, ouais, voilà, heu, on va dire que c'était une économie, du ressenti, on va dire. Ouais, C'est ouais. pas du les gens ne calculaient pas, «Je vais tout péter avec ça», contrairement à ce qu'on peut connaître là et ce qui est, moi, je trouve assez dommage parce que c'est vrai qu'il y a il y a des trucs, il y a des sensation avec, ce côté culturel dont tu parlais, un peu un brassage qui vient de partout, ça peut même être un brassage social, hein, bourgeois, mec, du fin Il fond était du d'ailleurs. quartier et cetera. Il y a vraiment une énergie qui était incroyable, qui se dégageait de ce truc et c'est vrai que, en termes de créativité, en termes d'une certaine, arrogance culturelle et c'est d'où le on n'a pas besoin de vous. Le «on n'a pas besoin de vous» que tu dépeignais à l'instant là, c'était vraiment par, tu veux nous faire, tes dessins claqués, non, moi je fais ça, ça tue. Tu veux nous faire des morceaux pétés, je fais ça, ça tue et ce truc-là, moi j'ai toujours trouvé ça hyper frais, dans la culture hip-hop et c'est vrai que malheureusement le l'aspect, réussite et pragmatisme de l'oseille, qui existe, bah, depuis toujours dans les quartiers, bah, il a vraiment pris le dessus et aujourd'hui, les mêmes arts sont beaucoup plus vus sous des angles, ouais, le succès d'estime, ça leur fait une belle jambe aujourd'hui, quoi, on va dire. Ah ouais, quand tu vois le Peura d'aujourd'hui et le Peura d'avant, c'est pas pour faire vieux con en disant: «C'était mieux avant» et cetera. Mais tu te rends bien compte que Parce qu'en réalité, c'était même pas forcément mieux avant. C'est juste qu'en termes d'éthique, il y avait des choses plus, ouais, mmh qui pulsaient un peu plus avant. Là, il y a des artistes qui sont très talentueux, mais quand tu parles avec les gars et qu'en fait le but c'est uniquement de péter le score, tu vois? Il y a même pas de vision sur, si nous on n'a pas réussi, comme on disait tout à l'heure, à quelque part installer, notre académisme parce que c'est le nôtre, c'est nous qui avons, les gens les ont rendu ça très carré, on l'ont foutu, en place et sont là. Bah, eux, c'est la vérité, tout ce qu'ils installent, ils vont se le faire, gentrifier hyper vite parce qu'ils sont, pas à la base, ils s'en foutent. Ils sont là que pour l'étal et ça. là, c'est compliqué. C'est ça et c'est ce qui change tout après dans le truc. Moi, ce qui me révolte aussi là-dedans, c'est qu'à l'époque, tu vois, on avait quand même du rap conscient, enfin, du moins plus ou moins conscient, on l'appelait pas comme ça, mais du rap où ça nous permettait de réfléchir, d'aller voir ailleurs et cetera, de comprendre même d'autres cultures. Aujourd'hui, il y a plus ce truc-là où très rarement, tu l'as dit, tu vois, il y a quelques bien sûr, il y a des exceptions partout, quoi, mais la plupart du moi, ce qui me révolte, c'est qu'à l'époque, ces rap conscients-là passaient pas en radio, alors que c'était puissant et que c'était, une majorité qui écoutait ça et aujourd'hui que c'est pourri, pour moi et ça passe en radio H24 et ça bousille le cerveau de nos mômes. Après, est-ce que c'est fait exprès ou pas? Ah mais je On pense pourrait faire un autre podcast. non, je pense qu'on peut mettre les pieds dans le plat, hein. Il y a là-dessus, c'est impossible que ce soit uniquement un hasard, que quand les mecs, de ce type, on va dire, d'une culture issue des quartiers populaires, pour dire ça, globalement et qui représente ce type de personnes-là, bah, quand elle est, productive et positive, bah, Mmh. TU et quand elle est bordélique et elle casse tout et elle insulte tout et elle se et quelque part le message qui est porté, c'est la «débauche» entre guillemets, hein, pour caricaturer, bah, on booste ça. Bah, on le voit aux États-Unis, c'est carrément la folie. Les mecs, ils boostent des morceaux où le texte, tu te dis: «Mais c'est pas possible que d'envoyer ça aux «jeunes» entre guillemets» et la réalité, c'est qu'on est passé, bah, tu vois, par exemple, pour citer les États-Unis, on est passé d'un rap, heu
de débrouillards, donc qui vendaient de la drogue, et cetera, et cetera. Bon, ça veut pas dire que c'est bien, chacun voit midi à sa porte, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est passé de ce rap-là au rap de mecs qui prennent de la gueudreau, quoi. Ouais, c'est ça. Et qui te disent: Ils font ouais, c'est cool quand je suis sous» et là, pour le coup, il y a un truc où on se dit à un moment donné, encore une fois, hein, c'est si c'est un jour ou l'autre, il va falloir prendre le guidon pour un peu, hop, revenir vers, ouais, mais recentrer un peu tout ça. pour pouvoir, avoir la main sur le guidon, il faut arriver, en fait, à être en place sur certains trucs C'est et ça. pour être en place, à un moment donné, il faut faire des choix, tu vois? Enfin, pour moi, tu vois? Mmh. Et heu et ouais, il y a je pense qu'à mon en tout cas, à notre niveau à nous, enfin, en tout cas, à mon niveau à moi, je vais parler pour moi, bah, tu es obligé à un moment donné de faire des choses, bah, OK, c'est moyen, mais au moins je vais passer par ce biais, on ferme la porte, je passe par la fenêtre, enfin, tu vois? Mmh. En plus, Heu, c'est un peu aussi le constat, dans l'angle sociétal et politique quoi, de pourquoi on a décidé de construire, cette plateforme aussi. C'est ça aussi pour, améliorer les conditions matérielles de chacun des artistes et parce que là, on en a parlé, on a tourné autour du truc. C'est la question de la distribution, en fait. On a vu comment elle a évolué, ces dizaines de dernières années et petit à petit jusqu'à arriver aujourd'hui à quelque chose où, bah, même un distributeur dans la musique principalement, il va placer sur les plateformes. Heu, il y a aussi bah, peut-être la oui. question d'être dans les boutiques encore, mais je veux dire aujourd'hui, c'est comment on est distribué sur internet et comment on est accessible sur internet. C'est ça le vrai enjeu Tellement aujourd'hui. dans un peu de consommation, si tu veux, aujourd'hui que Mais pour du coup et changer les comment on choses, fait voilà. pour développer une économie en direct, en fait? Parce que c'est ça à chaque fois qu'il y a toujours des intermédiaires qui viennent se placer, qui peuvent être plus ou moins intéressants ou pertinents, hein, comme les boutiques, comment? Ike? Ouais, c'est ça et non, mais complètement et du coup, là, l'idée, c'est de réduire au maximum, cette Les friction, quoi intermittents. et permettre de faire circuler la création directement entre, l'artiste et des communautés qui vont se reconnaître dans son taf, chez qui ça va résonner. Tu parlais de, bah, de ce rap conscient, par exemple, ou et directement pouvoir soutenir et participer de manière active à faire en sorte que cette création en particulier Développe. existe. Mmh. Et c'est ça, en fait, la clé, je pense en tout cas de notre point de vue, bien entendu, quoi, mais c'est une des clés aussi de comment on participe à façonner aussi une culture, dans laquelle on évolue, quoi. Ouais, mais après c'est comme chaque truc, il faut aussi jouer du système qui te enfin des opportunités que tu peux avoir du système, tu vois? Bien sûr, Le système aujourd'hui, c'est la communication, c'est internet, c'est Instagram, c'est machin. Faut jouer de ça, quoi bien sûr, bien et sûr. créer ce genre de produits, c'est super intéressant. Mais tu Bah, vois, c'est c'est pas étonnant que dans excuse-moi Abdallah, mais dans Ike, tu as, enfin les premiers artistes qui ont rejoint le navire, c'est pas étonnant que ce soit des gens de la scène rap indépendante et des gens issus du graffiti, quoi. Parce qu'il y a un pré-mindset, celui dont on parle depuis tout à l'heure, qui est celui de gens qui savent ce qu'ils font et qui ont pas besoin d'un charlot qui est peut-être en place, mais pour venir les diriger et cetera le fait d'avoir une occurrence digitale, une pour pouvoir exister, à ce type d'artiste-là, c'est vraiment, quelque chose qui va être primordial dans les années à venir parce que le futur ne va que comme ça parce que, attendre après quelqu'un qui ne te comprend pas de comment faire, tu as 2 choix, soit le mimétisme, soit l'arrêt quoi, l'abandon et le mimétisme, en fonction de qui tu es, bah, ça tu c'est pas peut-être pas quelque chose qui correspondra à ton éthique et l'abandon, bah, nous, on est quand même des soldats et si on est encore là à créer, à accompagner et cetera, c'est que voilà, on veut monter, encore une fois, c'est de l'activisme, mais exactement. Instagram, de mon point de vue, Commère, je sais pas, tu me diras si je me trompe ou ce que tu en penses. C'est de la même chose, c'est le pendant de Spotify dans la musique, quoi, pour le c'est un espace d'exposition qui est génial parce que tu peux être accessible partout dans le monde et de visibilité et potentiellement d'opportunités, mais c'est pas un endroit où on développe directement une économie. C'est même un endroit où on doit payer pour s'adresser à sa communauté, c'est Non l'inverse. et puis puis après tu as des algorithmes, enfin, faut C'est rentrer ça. dans un truc en fait, poster, enfin, tu sais, c'est poster à des heures, des machins, poster tant de machins. C'est Ouais, pour ouais. en c'est très,
usant pour un artiste qui, Mmh. lui, en fait, à la base, il est pas là pour, Instagram, machin. Lui, il est là pour créer, en fait. D'où le fait de demandes d'argent ou qu'on n'a pas, parce Ouais, que je et faire kiffer par la création, en fait. Ouais, c'est c'est ça. ça. C'est que nous, en fait, plus on va créer, plus on va pouvoir développer, en fait, notre art ou, notre création ou notre style et cetera et plus on va être sur, ce genre de réseaux, TikTok, Instagram, Facebook à l'époque, bah, plus on va perdre du temps sur notre créa et donc forcément, on va pas s'investir à 100. En gros, là, on est investi avec des pourcentages qui sont très aléatoires, qui nous avancent à rien parce qu'après il y a l'algorithme, il y a machin, Et puis, Ça en nous fait, perd le après, et créneau. les gens sont sur Insta pour se bouffer de la pub tous les 3 stories et les 2 posts, en fait. C'est ça. Et on veut qu'il reste plus pour pouvoir ça sort pas ton continuer. Hein? moi, j'ai très peu de gens qui m'ont contacté, enfin où j'ai pu, concrétiser en fait quelque chose, via Instagram. Ah OK, Tu vois? Il y a intéressant. très peu de gens. Ça arrivait, tu vois? Où on me contacte: «Salut, machin, nin nin». Il y a même des gens, qui avaient des fours qui m'ont contacté, tu vois? Pour faire Pour, des salades. pour mettre le barème. Ça, c'est improbable. Tu dis: «Mais c'est comment en fait? Vous êtes sérieux les Ouais, ça, gars?» c'est En bref, extraordinaire. mais tu vois, en fait, il y a c'est pas, en fait, ça je pense qu'Instagram ou Facebook, machin, c'est des trucs où ça te permet d'être visible. Tu sais, ça te permet d'avoir une visibilité, de montrer que tu es actif, qu'on t'oublie pas, heu, un peu, j'ai envie de te dire comme le Goethe dans la rue, tu vois? C'est Plus tu ça, vas hein. en faire, plus tu seras visible, plus on va parler de toi, Vous plus on êtes va les dire: meilleurs «Il est publicitaires, encore là». les taggers, en fait, quoi. Tac, Comment? tac, tac. Vous êtes les meilleurs publicitaires, en fait. Bah, il paraît, hein. Tu vois? Il y a Non, des parce que non, mais c'est c'est quoi vrai. le game, si tu veux Après, le il y a un ré résumer? les C'est réseaux être le plus publicitaires, ils ont visible. quoi? Comment? Non, je dis, c'est Dis-moi? quoi le game, si tu veux le résumer? C'est quoi? C'est le game de graffiti vandal. C'est de poser le plus son blaze Le dans plus des endroits. possible, dans le plus d'endroits possible, enfin, comme disait, le fameux André à l'époque dans une vidéo en 91. Ah, j'avais vu Envoyé spécial, je crois. Ouais, c'est exactement Ouais, ça. ouais, j'avais vu, ouais. Moi, je tag Il était sur son scooter avec une meuf, non? Ou un truc comme ça, ouais. Joséphine, elle s'appelait. Ouais, 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 et je me rappelle, il taguait avec un fat cap. Ouais, Les lettres, elles étaient il énormes. était En vrai, vénère. c'est un bon, ouais. Son R là, oh là là. Ouais, Bref. ouais. Mais voilà, ouais, c'est ça, c'est taguer le plus possible dans le plus d'endroits possible, tu vois? Ça, c'est le ce que beaucoup comprennent pas, qui sont en dehors du graffiti, c'est qu'ils se disent: «Ouais, mais c'est quoi ton message?» Mais man, j'ai pas de message, en fait. Mon message, c'est mon autopromotion. C'est ça mon message. Moi, je veux être partout. Je passe dans un endroit, je guetta et c'est pas une guerre de territoire. Tu sais, on n'est pas aux États-Unis. Il y a pas les Bloods et les Crips, tu vois? C'est, moi, je viens, je guetta là parce que, je sais qu'il y a plein de gens qui vont voir à cet endroit-là et cetera et c'est un truc visible, quoi. C'est de la publicité et c'est juste pour dire: «Je suis passé» et celui qui va passer derrière moi, qui guetta aussi ou pas, ou qui est dans la culture hip-hop, il va se manger mon guetta, il va dire: «Oh le bâtard, il est là encore», tu vois? Comer les gotas. «Merde, manger» et tu vois, c'est un peu ça. C'est donc voilà, c'est vraiment, la publicité à l'état pur, l'autopromotion et Instagram sert aussi à ça et je pense que des sites, en tout cas ou des captures en fait de pouvoir, mettre et le travail de l'artiste et la communication et en fait, la visibilité sur lui, aide, tu vois? Forcément à le Mmh. développer aussi, quoi. Mmh. Ça lui enlève quelque part une épine du pied, quoi. Tu vois, moi, je suis Ouais. pas quand j'ai commencé le graffiti, je me suis pas dit: «Je suis un artiste». D'ailleurs, j'ai eu du mal avec ce mot pendant très longtemps. Tu vois? Pour moi, je suis pas un artiste. Moi, je suis un graffeur. Je suis un graffiti Mmh. artiste, si tu veux. Alors, je suis Mmh. pas du tout un street artiste. Là, on rentre dans des d'autres débats. Tu un artisan du graffiti. Ouais, tu Toi, vois? mais toi, tu as un souci, enfin, parce qu'il y a beaucoup de graffeurs, surtout, qui ont un souci avec cette, big catégorie sympathique qu'on a appelée street art, où il y a tout et n'importe quoi. Toi, tu te situes comment par rapport au «street art» entre guillemets? Tu veux que je vomisse maintenant ou? Tu peux, claquer la teuf en RATP derrière, tu peux. Non, moi, je suis pas un street artiste. En fait, c'est une façon Mais pour peut-être les préciser, revendeurs d'art. c'est quoi le street art pour toi aussi? Bah, ce qui est derrière toi, c'est du street art, tu vois, pour moi.
Ça ne reste que mon opinion. C'est une toile, c'est même On pas a du street art, c'est juste Non, une mais toile. tu sais très bien que la personne qui fait ça, on la connaît, toi et moi, et on a eu un débat, C'est long vrai, débat en Palestine d'ailleurs. en Palestine, sur ça, et pour moi, c'est pas un tagueur, tu vois? Ouais, C'est d'ailleurs, il un le mec qui revendique pas utilise lui-même, des ouais. biais, mais voilà, bref. Mmh. Je suis pas là pour parler de lui, Non, il mais connaît parce qu'on le parlait métier. d'André et c'est intéressant pour revenir sur Alors André, quand tu m'as pour expliqué. André, c'est un tagueur à la base. Mmh. C'est pas un mec qui est, plus dans la culture hip-hop qu'autre chose, c'est un vrai tagueur. C'est un tagueur comme on faisait les tagueurs à l'époque, même s'il devait écouter du rap et cetera, parce qu'il a la Ticarette. Moi, c'est là-bas que je l'ai vu. Bah, le jour du tournage, je l'ai vu là-bas, il sortait de Ticarette avec, Joséphine, voilà, et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, et lui, à un moment donné, il s'est développé un personnage qui, du coup, devient un logotype, son personnage, et c'est ça qui devient un street art. Pas dans le délire. J'ai d'autres exemples comme RCF, tu vois? Qui, à un moment donné, fait des fantômes, tu sais, des têtes de fantômes. Space Invader, tu sais, qui fait des machins. Zeus, tu vois? Ça, c'est tout ça, c'est des taggers à la base. Sauf qu'ils ont développé, comme en fait le graffiti, c'est très, catégorisé, tu vois? C'est, RCF, il racontait une fois que, il était énervé parce que enfin, il a été énervé parce qu'il habitait dans un quartier, et lui, il a défoncé le quartier, mais la meuf qui l'a pécho, elle a jamais vu ses gueutards. Par contre, elle a vu, Space Invader, tu vois? Donc il est vénère parce que du coup, bah, lui, il a moins fait. Il a fait une fois un truc sur un truc, tac, ça y est, elle l'a capté, elle dit: «Ouais, j'aime bien lui, nin et alors que ses gueutards, lui, il les a jamais. Donc du coup, il s'est créé un personnage, et ça, en fait, c'est ça à un moment donné où, ils se mettent en collab avec plein de mecs qui font ça, et ça devient des street artistes. Le street art pour moi, de base, au-delà de ça, de ces gens-là comme André qui sont devenus des street artistes, tu vois? Le fait de créer des c'est plus un tag, c'est un logo, qu'on Et dans reconnaît. la rue, quoi. Voilà, qui est reconnaissable. Ça va être, les mecs qui vont prendre un poteau, qui vont détourner le poteau, qui vont, faire une peinture dessus, enfin, tu vois? Qui vont faire un truc, un peu artistique dans la rue, avec des objets de la rue. Les mecs, qui collent des stickers sur un panneau de, stop, et en fait, ça fait, stup, enfin, tu vois? Par exemple, tu vois? Ils détournent les trucs. Pour moi, ça, c'est Ouais. des street artistes. Mmh. C'est En fait, nous, là où ça me dérange, pour répondre à ta question, c'est que moi, je fais du graffiti. J'ai commencé avec le graffiti, je fais du graffiti. Pendant des années, on a polémiqué sur le graffiti, on l'a dévalorisé, on l'a spolié, et cetera, machin, nin, nin, nin. On l'a traîné dans Aujourd'hui que la ça se boue. vend, que c'est l'art majeur du monde contemporain, ils veulent le mettre dans une case, parce qu'en France, on aime bien mettre les choses dans des cases, et pour le vendre mieux, ils veulent le mettre dans street art. J'entends cette technique, tu sais, la technique des mots. Tu sais, les mots sont importants, et cetera. Nous-mêmes, quand on voulait aller faire une devanture pour avoir des bons gratuites, ou se faire payer un peu, machin, on n'employait jamais le mot graffiti. On arrivait, on disait: «Voilà, on va vous faire une décoration», on n'employait même pas les mots «bombe de peinture». Tu vois? Parce que c'était proscrit, quoi. Tu dis ça y est: «Ah non!» Tu vois? Alors que là, aujourd'hui, je te donne une toile, je te dis: «Voilà, ça, c'est du street art». Tu vas me faire: «Oh, chambé». Je te mets la même toile et je te dis: «Ça, c'est du graffiti». Tu vas dire: «Oh non». Tu vois? Et en fait, moi, ce qui me dérange, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, que c'est devenu l'art majeur, on essaye de le vendre sous une autre étiquette, alors qu'il devrait être reconnaissant, tu sais? Enfin, nous, on a besoin de cette reconnaissance aussi. Mmh, mmh mh. Et dans le milieu de l'art, ça commence à changer. Ça fait 5 ans où les galeristes commencent à dire: «Attends, ça, c'est un graffiti artiste, ça, c'est un street artiste». Tu vois? Mais timidement. Mais c'est pas encore ça, quoi. Mais donc ouais, moi, je suis, heu, pour moi, c'est une formule, de politesse, tu vois, le street art. C'est une façon heu, de détourner le truc, et surtout de se réapproprier un truc, tu vois? De dire street artiste, et puis c'est une insulte pour des gens, en tout cas comme moi, tu vois? Moi, je le prends mal, et moi, je participe à des trucs où c'est street art, tu vois? Où on va m'inviter sur un truc, c'est street art, je sais pas quoi, je vais participer. Par contre, moi, quand je vais peindre et que je vais commencer à discuter avec les gens, je vais dire: «Moi, je suis un graffiti artiste. Moi, je fais du graffiti». Ouais, mais c'est pareil. Non, c'est pas Mais tu pareil. sais quoi? Ça me fait penser à dans une autre proportion, parce que pour le coup, c'est plus, c'est moins big que le street art qui est quelque chose d'hyper mondial et tout ça. Nous, quand on est dans le rap, on a commencé à faire des choses, on est arrivé avec des choses qui étaient un peu plus différentes, ou en tout cas plus originales, ou novatrices que la doxa vraiment du Peura qui tournait. Tourner à ce Ils moment-là. ils ils avaient créé cette catégorie rap alternatif.
Et au tout début, on était vénère de chez vénère. On dit: «Non, non, non frère, c'est du rap. Pourquoi tu mets rap pourquoi tu mets alternatif?» et je te jure, au début, c'était quelque chose qui nous énervait profondément parce qu'on se disait: «Mais les mecs, ils sont malins, ils nous sortent du game rap, du coup, comme ça, tu peux être le plus fort possible dans ton petit coin, mais vous êtes 4 ou 5 au tout début et tu pas et alors qu'en réalité, tu es là, toi, tu voulais aller en découdre entre guillemets, en termes de compétition avec le rap tout court, puisque tu fais du rap tout court. Mais c'est vrai que la force des étiquettes, bah, c'est monstrueux, hein, c'est vraiment un truc, C'est, c'est ouais, incroyable. ouais, Et après avec le temps, on a remarqué que tu t'as final assoupli. finalement dans la catégorie ouais grave, dans la j'ai été acheter un chèche et tout ça et je me baladais. Non, je plaisante, désolé pour ceux qui portent des chèches. Mais, non, mais on s'est retrouvés à ce que les gens qui étaient dans la catégorie alternative, c'était souvent les bons groupes d'électro, les bons groupes de rap, les bons groupes de rock, et cetera. Et donc on s'est dit: «Bon, bah, finalement, enfin, ce qu'on estimait être mais bon, c'est pas très grave». Mais au début, je t'ai dit, dans tes verts, on dit: «Mais attends, qu'est-ce que tu racontes, nous, En plus, surtout nous, dans cette catégorie, on devait être parmi les seuls qui venaient vraiment, ultra prolos de quartier de toute leur vie, même pas genre on a habité un peu dans un truc frais, on était en loose totale toute notre life. On arrive comme tous les autres et on nous met avec tu sais des gens plus raffinés. Même si moi, je pense qu'on était raffinés aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée qu'un rap plus intelligent bah, devait changer de catégorie, c'était horrible. Ah, c'était horrible, hein. Et ça, c'est un peu ce que j'ai l'impression peut se passer avec Graffiti. C'est teinté de plein de ouais, clichés qui peuvent être plus ou moins vrais, c'est pas le problème. Mais c'est teinté d'un historique pas forcément la plus propre du monde. Et street art, c'est tout, je dis, tout neuf, tout propre. C'est ça, c'est le pouvoir des mots, tu vois? Moi, je prends souvent l'exemple de, à l'époque Mitterrand, puisqu'on est cette génération-là, on avait encore un truc qui s'appelait les gardiens de la paix, tu vois? Ouais, bah ouais, C'est c'est un clair. truc qui nous ressemble quelque part, tu vois? Et Ouais, ouais. juste au moment Mitterrand, c'est devenu les forces de l'ordre. Donc tu comprends vite que, bah, ils ont changé de camp. Enfin, Ouais, ouais, toi, ouais. même si tu étais déjà dans le camp, mais tu comprends que le truc, il est plus pareil et là, c'est pareil, en fait. C'est moi, c'est ce qui me dérange profondément. Qu'ils essayent de le vendre sous cette étiquette-là, je le comprends parce que encore une fois, j'ai fait des études commerciales, nous-mêmes, on n'utilisait pas ces mots-là et tout ça, j'entends. Par contre, aujourd'hui, c'est devenu l'art majeur, l'art mondial, tu vois? Parce qu'il y en a partout. Tu peux aller au Bangladesh ou je sais pas où tu veux aller, tu vas trouver des gens qui font du graffiti, et ben, vas-y, redonne les lettres de noblesse, au truc, quoi. Et en Mais plus, le chacun développe aussi, si on part sur le côté plus artistique, chacun développe aussi sa patte par pays, par géographie et son approche aussi. Ouais, son style en fonction de tu vois? Moi, je peins souvent en Guinée-Conakry, la bombe, en fait, moi, quand je suis arrivé il y a, je sais pas, une dizaine d'années là-bas, ils connaissaient pas vraiment. Enfin, tu vois, ils utilisaient pas cet outil-là pour peindre. Ils peignaient même, avec, tu sais, des pinceaux, de l'huile de voiture, tu vois? Et ils te font des trucs de ouf, mais Mais même quand quand ils on voient allait la en réalité Palestine, tu te souviens? Ils utilisaient comment? pas, même quand on allait en Palestine, tu te souviens? Ils utilisent pas tant la bombe que ça au final, hein. Non, mais parce que, bah, le matériel peut être cher ou, ils sont pas forcément de bonne qualité. Tu vois? Les matériels que tu peux trouver, là, je vais reprendre l'exemple de la Guinée, c'est que moi, quand je suis arrivé là-bas, le matériel qui se vendait, c'était le même genre de matériel que nous, on avait, dans les années 80. Donc tu imagines avec du plomb, de l'eau, tu vois? Aujourd'hui, on a quand même des bombes de qualité, des bombes de peinture, je précise, avant que Mais aussi pour revenir à ce que tu disais, que c'est vraiment super intéressant. Je trouve il y a quelque chose de très puissant sur le pouvoir des mots et aussi le fait que les mots ne décrivent pas la bonne chose qui est connue et ressentie et ça bah, il crée une espèce de y a décalage, en manipulation. fait, qui génère de la frustration, voire de l'anxiété ou de l'angoisse Bah, et qui fait partir en comment? selon où tu vas te positionner dans le mot, tu vas avoir ou de la frustration ou, tu vas être, gai ou peu importe, tu vois? Ouais, Et c'est ça. tu vois ce Mais que je veux dire? ouais, ouais, C'est, carrément mais du coup parce que je sens que c'est beaucoup ça aujourd'hui. mais la manipulation, elle y est depuis, tu vois? C'est Ça, la ça, si on manipulation des extrapole un mots. peu, qu'est-ce que tu en penses justement? Parce qu'il y a quelque chose de graffiti, pourquoi c'est l'art majeur aussi? Il y a quelque chose quand même
d'intéressant, quoi, à se poser la question parce qu'à la base, c'est que de la lettre et c'est des mots, en fait, qui sont posés sur, le mur où en fait on va aller. Je il est devenu par lui-même, du fait que, il a une ampleur, mondiale, enfin, tu vois? Ouais, bien Il s'est sûr, imposé par mais lui-même. aussi autour du travail de la lettre, qu'est-ce que tu en penses? Tu vois? Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose quand même qui est d'aller poser des lettres comme ça dans l'espace public, tu vois? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est en fait, nous, c'est le développement de notre lettre, c'est parce qu'on a un nom et le nom, on le met, sous forme de une dimension. Après, on va le développer en forme de dimension et cetera, tu vois? On va le grossir. Donc Mmh. c'est vient une lettre et ce qu'on va Mais appeler tu un peu la lettre. t'appropries aussi l'espace d'une certaine Bien manière. sûr, mais c'est le but, c'est de s'approprier même le meilleur espace et de y aller avant n'importe qui, comme ça tu es Ouais, tranquille. alors que c'est l'espace qui est réservé, au pouvoir, comme tu parlais de pouvoir tout Ouais, à l'heure. en tout cas, moi, me concernant, j'ai rarement, peint Comme tu ou disais, le tagué. panneau stop qui te dit stop. Ouais, C'est-à-dire, voilà, c'est ça, c'est un voilà. panneau, quand tu le vois, tu dois t'arrêter et Voilà, si c'est tu ça, t'arrêtes pas, ça veut dire que tu respectes pas l'ordre. c'est Tu vois? ça et c'est un peu ça, c'est qu'on est hors système, ce que je disais au début par rapport au hip-hop, tu vois? C'est, on avait créé en fait un truc où on avait besoin de personne, où on savait écrire, on savait, chanter, on savait, faire de la musique, tu vois? Et on avait besoin de personne et on a créé en fait un monde autour de nous et on n'avait même pas besoin des politiques qui tout de suite, on savait que c'était manipulé tout En ça. fait, vous faites de l'entrisme, j'ai compris. Vous rentrez dans l'espace public et vous voulez vous l'approprier, c'est ça, hein? Ouais, c'est un peu ça, Aussi, mais ouais, 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 quelque part. Parce que moi, j'estime aussi, c'est pour ça que je te disais, j'ai rarement tagué sur des biens privés, tu vois? Très, très rarement. C'est que du bien public et pourquoi? Parce que j'estime que ça m'appartient aussi. Je paye des impôts, tu vois? Donc à un moment donné, je sais où mon argent il passe. C'est un résumé débile, hein, tu vois? Ouais. Mais quelque part, en fait, c'est bah, ouais, en fait, c'est à moi et je peux comprendre que ça frustre, que c'est énervant pour certaines personnes, tu sais, le mec, il ouvre ses volets le matin, il voit un graphe alors qu'avant il avait un mur gris, ça le saoule, quoi. Il préférait voir son mur gris. Je comprends, tu vois? C'est un choc, mais à un moment donné, c'est que de la couleur, tu vois? Heu, tu vois? Ah bah, en tout Au-delà du cas, nom, je parle, tu vois? Parce que quand tu fais un graphe, tu vas mettre de la couleur. Les tags, c'est encore différent, c'est encore un autre délire et une autre compréhension. C'est dur d'accepter, enfin, qu'une personne qui fait pas du tag ou qui comprend pas ce truc-là, l'accepte. Parce que le cerveau, il est comme ça, quand tu ne comprends pas, tu rejettes. Ah, tu veux dire c'est un goût? C'est un goût, c'est-à-dire c'est Ouais, comme, ouais, c'est un c'est truc, tu sais, c'est si tu as sale, pas éduqué ton goût, tu vas pas voir les nuances, les ouais et différences. puis, nous, on sait que un tag peut être beau et cetera parce qu'on a cette culture, parce que, on a fait des milliards de tags avant d'arriver à ce style de lettres qu'on a développé, personnellement. Il y a des millions de stylers, tu vois? Enfin, moins maintenant, mais quand même. Heu, donc nous, on sait le travail que c'est de faire un tag et qu'un tag, c'est joli. Je comprends que c'est frustrant pour les gens qui ne comprennent pas ce truc-là parce que c'est monochrome. Tu vois? Un tag, tu vas l'avoir en noir, en rouge, enfin, tu vois, c'est très monochrome et quand il y en a des dizaines sur une devanture, bah, très vite, en fait, ça fait un peu agressif. Je peux entendre, tu vois? Moi, je kiffe, mais c'est parce que moi, j'ai été élevé dans une culture qui me fait kiffer ce truc-là, tu vois? Où je vais, détailler les styles, les machins, les trucs. Mais une personne qui n'est pas dedans, qui ne comprend pas, je comprends que ça la saoule et d'ailleurs, c'est pour ça que moi C'est quoi? C'est une signature en fait, c'est ça? c'est la signature, tout à fait Mmh. et en tout cas, moi, dans mon graffiti, j'ai tout de suite capté que, parce on a d'abord attaqué, en fait, les voies de chemin de fer, tu vois? Avant d'attaquer les trains et cetera. Sur les voies de chemin de fer, à l'époque, il y avait que du chrome et noir. Tu vois? Les graphes qu'il y avait, c'était souvent chrome et noir. Il y avait très rarement de la couleur. Et moi, je me suis dit: «Mais attends, si moi j'arrive en 92, donc il y a déjà des mecs qui sont passés avant moi, ils ont quand même rempli, même s'il y avait encore beaucoup d'espace à l'époque, ils ont rempli les murs et que c'est du chromé noir et que je refais un chromé noir aussi dessus, comment je vais me faire, voir en fait?» Tu vois? Différencier. Donc il y avait des mecs qui faisaient du or et rouge, tu vois? Ça différenciait et puis en plus, c'est des bombes faciles à prendre, tu vois? Dans les trucs. Bah, moi, j'ai fait de la couleur et très vite de la couleur, j'ai vu que ça faisait capter les gens, genre: «Ah waouh, waouh!» tu vois? Parce que je faisais des graphes de terrain sur les voies et très vite, en fait, j'ai remplacé mon haut par un personnage. Parce que ça aussi, c'est pareil. Quand tu vas graffer ou machin, hem, les gens,
ils vont reconnaître une couleur, ils vont reconnaître un personnage ou, tu vois, en ce moment, je fais beaucoup de figuratifs. Tu vois, je fais pas mal de meufs et cetera. Les gens s'arrêtent à tout bout de champ. «Waouh, c'est joli! Oh, comment vous faites? C'est trop beau!» Les lettres, ils s'en battent les couilles. Même si ma lettre, elle est droite et ils pour beaucoup, ils disent: «Mais comment vous faites? Vous avez des règles et tout?» Parce que tu sais, moi, je suis très, il y a un mec, Un où j'ai été peu, à Perpignan, il m'a dit: «Ouais, chirurgien», tu sais? C'est chirurgical. Il m'appelait comme ça là-bas. le Le chi chirurgien. le chieur. Mais tu Heu, avais déjà une sorte de séparation entre ceux qui faisaient les fonds, ceux qui faisaient les lettrages et ceux c'est qui vrai. faisaient les persos et des fois, tu avais dans un même crew 3 virtuoses de chacun des trucs et l'œuvre, tu prenais en face dans la gueule, tu pétais un câble, quoi. Tu te disais: c'est, Ouais, parce qu'il y a des mecs après ils vont spécialiser, tu mmh, moi mon truc c'est vraiment la lettre, j'ai développé les personnages très vite, mais c'était plutôt des personnages BD on va dire, parce que c'est mmh mh. simple à faire. Parce qu'une erreur sur un personnage BD, il y a que toi qui la vois en vrai, tu vois? Ouais, Heu, ouais. par là, c'est un personnage BD donc on ne calcule pas. Par contre sur un personnage, si je te fais toi et que je loupe un œil et que l'œil il est comme ça, bah, ça va se voir direct. Ouais, Bizarre. ouais, c'est clair. Donc c'est plus difficile et comme j'ai taffé, pendant un bout de temps avec un mec qui était très, très doué, dans tout ce qui était, personnage, enfin, tu sais, très réalisme et cetera et qu'on s'est séparés, que j'ai quitté même, du coup, bah, je me suis dit: «En fait, ça, c'était chambé, il faut que je développe ça» et donc je me suis aussi développé là-dedans et donc j'ai travaillé Tu as et j'ai trouvé ta développé touche, quoi. ouais, voilà, mais c'est un truc que les gens calculent tout de suite, tu vois? On à l'époque, on avait fait des containers avec la plaine commune, tu sais, des containers de poubelles là, qui sont gris, qui sont dégueulasses là. On nous a demandé de les peindre. On a peint les containers et une fois, j'étais avec, Jungle Red Dog, que vous avez, eu l'occasion de avec qui vous avez eu l'occasion de parler la dernière fois, Un grand bonjour à Jungle. et on arrive et en fait, on peint le container en blanc. Tu sais, c'était l'après. Nous, on met l'après. Il y avait des gens du bâtiment qui sortaient, qui disaient: «Oh putain, mais qu'est-ce que c'est beau ce que vous faites!» Alors là, non, ça on vient juste de mettre du blanc, en fait. Et déjà, ça change, tu Ouais, vois? ouais. Ils respirent parce qu'effectivement et puis il faut pas oublier aussi que, les gens qui sont, à apprécier le graffiti aujourd'hui, c'est des gens de notre génération aussi qui ont grandi avec ça. Mmh, Mmh. c'est ça. Aujourd'hui, on fait des cours de graffiti. Moi, je fais des cours de graffiti pour des mômes. Je fais même des cours de graffiti pour des autistes, tu sais, en mode art thérapie, tu vois? Ouais, Donc, mortel. pour dire que ça s'est développé de ouf, tu vois? Que, Mais heu justement, c'était la question aussi que j'allais poser ou qu'on allait poser, c'est comment un artiste aujourd'hui, parce que c'est aussi le sens de ce podcast, fait pour développer une économie, en indépendant et éventuellement, bah, tu disais tout à l'heure qu'Insta pas ouf et tout, donc dans le concret, tu peux développer et sur le digital, quoi. Comment aussi on fait pour, mais du coup, moi, ouais, le là, truc on comprend que tu as quand même beaucoup d'opportunités, de plans qui ouais, mais tombent. parce que je me suis dit qu'il fallait pas que je mette toutes mes billes dans le même panier, quoi, Mmh, mmh mh. tu vois? Quand on m'a proposé Tu d'être, fais des cours, tu fais des fresques, tu fais ouais, mais quand on m'a proposé de devenir artiste, c'était pas un truc, tu vois, qui t'a moi, proposé d'ailleurs? Genre, c'est qui? c'est C'est Sabrina, je rigole, ouais. j'allais dire, c'est genre un ange qui est venu et qui t'a dit: C'était mon «Commerce». agent, elle est toujours mon agent pour moi. C'est, Mais tu étais déjà dans le graffiti depuis oui, des j'étais années? dans le graffiti depuis longtemps, mais si tu veux, moi, je me faisais pas payer pour le Ah graffiti. ouais, OK, donc à un moment Évidemment, tu si as tu fais du basculé? graffiti, si tu fais OK. des bouquins, machin, OK, ça Pas d'économie. c'était pas dans un plan business de graffiti, quoi. OK, OK, OK. Elle, comme elle travaillait déjà avec, Cress en 32 et Jungle Red Dog, du coup, moi, je l'ai rencontrée comme ça et elle m'a dit: «Mais toi, tu es légitime de ouf, tu as une histoire, nanana, nanana», tu vois? Elle me l'a vendu et je me suis laissé convaincre. J'ai fait un plan avec eux, avec, l'équipe là et ça s'est super bien passé et d'ailleurs le plan au début quand moi j'arrive avec eux, c'est que moi j'apporte la street crédibilité parce que j'ai un nom, un renom dans la street et qu'ils voulaient pas se faire toyer la fraise qu'ils étaient en train de faire et Mmh. eux apportent l'art crédibilité, enfin m'apportent à moi l'art crédibilité. Parce que du coup, ils ont déjà un pied dans l'art et cetera, quoi et moi je me dis: «Waouh, j'en ai pour moi et puis j'en ai pour eux», enfin, tu vois? C'était un Un bon échange échange. de bons procédés, quoi. Exactement. Sauf qu'après il y a des gens dans ce groupe-là qui ont développé autre chose dans leur tête et qui se sont dit: «Ah non, moi ça me saoule, j'ai pas la street crédibilité». Donc ils sont un peu fâchés. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie et voilà et ça en fait
moi, quand je commençais le graffiti, je me suis jamais dit: «Je vais vivre de ça». Parce que d'ailleurs, à l'époque, on crachait sur ces gens-là qui vivaient du graffiti, tu vois? Le seul sur lequel on ne crachait pas, c'était John One, parce que lui, il est venu de New York et il avait dit clairement ce qu'il voulait. C'est-à-dire que lui, il a bien vu le développement qu'il y a eu aux États-Unis. Aux États-Unis, à cette époque-là, il était cramé parce qu'il faisait des trains, donc il pouvait pas rentrer dans le game des galeristes et des ventes et cetera, parce que il était considéré comme trop vandale. Et du coup, il savait que la France avait 10-15 ans d'écart, parce qu'il faut savoir que les 1ères ventes de toiles aux États-Unis, c'est 73 ans. Ouais, ça date en fait, quoi. C'est ça, où ils se montent, machin et après c'est que crescendo. Nous, on a nos premières En ventes, passant c'est, par Basquiat d'ailleurs, quoi. ouais, c'est fin des années 80, tu vois? Avec Agnès B, qui chapeaute le truc et tout ça. Donc, tu vois, il s'est passé du temps. Mais lui, en fait, il arrive en France et il dit: «Ouais», comment, il y avait une vidéo pareil qui circulait à l'époque, c'était où il disait, ouais, le le graffiti, le future, le graffiti, c'est le future sur la toile, you know? Tu vois? Et et ouais, parce que lui, il faisait aussi du vandal. Il allait dans la rue, il faisait des voix et cetera, donc on le voyait ce qu'il faisait et en même temps, il était down avec le fait que, bah, lui, il voulait en fait, vivre de son art, tu vois? Et il y a très peu de gens qui vivaient. Tu avais 3 groupes, les Basaltes, les Bas 101 et les Forces Alphabétiques et on crachait dessus. On disait: «Mais c'est des vendus tout ça, machin, nin nin». Bah, parce qu'eux, en fait, ils ont commencé à travailler avec les mairies, avec les régions, avec les MJC notamment, à travailler, à faire des grosses fresques sur des gros murs et cetera, tu vois? Ils sont montés en association et l'association a fait que, bah, ils se sont développés en tant qu'artistes urbains, on va dire, tu vois? Même si j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est ils se sont développés comme ça et nous, dans notre façon de voir le graffiti qui était un truc très indépendant, très, une relation avec l'argent qu'on n'a pas et cetera, on supportait pas, quoi. Tu vois? C'était un truc qu'on disait: «Ouais, mais non, laisse tomber», tu Ouais, vois? l'argent, c'était le symbole de soit dilution, soit compromission, quoi. Donc du coup, c'était pas le mais là, aujourd'hui, toi, du coup, tu structures comment ton économie, on va dire, à Freestyle, je pense avoir la chance d'avoir un nom ou d'être reconnu, ou connu, peu importe, tu vois? Et c'est les gens qui m'appellent et après, donc j'ai pas besoin de vraiment de faire de démarches. Ça, c'est plutôt le côté plaisant. Enfin, c'est relou parce que du coup, ça serait bien que je développe tout ça, mais je le fais pas, parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas cette envie-là et parce que je ne sais pas vendre mon art. Je suis un très bon commercial. Dans la vie, si tu me donnes, une fourchette, je vais te la vendre comme si je t'avais vendu, un billet de 8 000 €, il y a pas de problème. Mais, je ne saurais pas vendre le graffiti. Enfin, j'ai du mal à le vendre, tu vois? J'ai eu du mal à faire des prix sur mes toiles, par exemple, déjà, tu vois? D'où l'histoire de la cote aussi qui est importante pour moi. Parce que du coup, ça détermine un prix. Tu as une En tout cote, cas pour la toile, pas pour les éditions ou après, les en fait, ce que j'ai fait, c'est que, bah, j'ai voulu diviser, en fait, les choses pour justement continuer à pouvoir vivre du graffiti, tu vois? Vivre de mon art. C'est-à-dire que quand je suis rentré dans ce game-là, j'avais déjà les bouquins. Je commençais à avoir de l'argent par le fait qu'on faisait des grandes fresques sur des murs et cetera dans lesquels on était payé, puisque eux, ils avaient déjà des contacts et ils se faisaient taper par L'Oréal et cetera, tu vois? C'est les premiers trucs que j'ai fait avec eux. Et de là, bah, ça se développait et puis en fait, après c'était du bouche à oreille et puis, Sabrina faisait bien son taf aussi. Elle nous connectait avec des gens et cetera, donc du coup, on était connectés, connectés, connectés et le fait que moi j'ai ce renom machin, dès que les gens qui me connaissaient pas à la base, qui faisaient appel à nous et qu'ils entendaient mon nom et ils parlaient avec d'autres gens, ils disaient: «Ah ouais, mais lui, il chant». Bah, voilà, après ça me faisait développer aussi moi, personnellement, mais j'ai jamais vraiment développé de structure et je suis jamais allé sur une plateforme. Le seul truc que j'ai eu, c'est un site qui est bidon. Enfin, tu vois? C'est ce qu'on a eu tous à un moment donné, mais ça fait pas vendre vraiment. C'est une page où ça te permet d'avoir tous tes meilleurs prods, tes trucs, tes machins et d'avoir ta bio et cetera. qui est un peu Insta aujourd'hui au final, quoi. Ouais, après Insta, moi je l'utilise autrement, c'est vraiment de la com tous les jours, tu sais, c'est un peu Ouais. un bordel Insta, Mais du tu coup, vois? Nick Fury, peut-être on peut faire un petit pitch de Hike, c'est comme je fais bah, Vas-y. ouais, parce que et surtout, bah, là, je pense avec, tous les artistes graphiques qui rejoignent Hike régulièrement, je pense que vous enfin, ça c'est mon avis externe, il va falloir trouver une «occurrence digitale» entre guillemets à tout votre art, outre le fait de vendre une toile en ligne, un peu comme sur un shop. Mais il y a ou moi une je suis galerie, sûr quoi. ouais, je suis sûr ou comme une galerie, ouais. Je suis sûr qu'il y a un truc à trouver avec, cette espèce de
on va dire, de talent assez spontané que les gens ont dans le graffiti, qui fait que, par définition, ça peut être, personnalisable, il faut ju i en tout Parce qu'en cas fait, l'idée de Hike, c'est de travailler le lien aussi avec avec ceux qui kiffent, qui captent, tu c'est vois? ça, Qui vraiment qui croient dans le taf et sans se dévaloriser non plus, tu vois? Tout en restant complètement authentique. Comment, de manière, comme le dit Nick Fury, être super spontané aussi dans cette relation et dans ce lien? De et la même booster manière le qu'on peut lien, aller taper avec un guetta, tu vois? Comment on peut parfois faire kiffer, tu vois? Comme quand je viens dans ton atelier et je dis: «Ah putain, c'est génial, cette carte de métro, tac, tu tagué dessus, tu vois? Est-ce que tu la vends? Ah bah ouais, j'en vends, bah tiens, je vais en faire une série Ouais, même. c'est le but de ça, quoi. Mmh. attends, parce que sur Ike, il y a toute la partie contribution et c'est qu'un artiste qui, par exemple, ouvrirait les portes de son atelier à, je sais pas moi, aux gens à ses contributeurs, donc les gens, son premier cercle, ceux qui veulent en être, quasiment jusqu'à quasi sentir la peinture. Il y a un truc assez intéressant qui est un challenge, je pense, pour tout ce qui est, art graphique et cetera. Bon, pour la musique, la musique est digitalisée depuis longtemps, donc c'est assez normal. Mais pour tous ces arts-là, vu que Ike prône une espèce de liberté, tu peux mettre vraiment ce que tu veux. Tu as pensé à telle occurrence de ton œuvre, n'hésite pas, enfin, c'est vraiment fait pour ça. Mettre à la fois ton fanzine, comme un livre, comme une édition, comme un clip d'un mur que tu as réalisé. Tu peux Comme vraiment une visite de ton atelier, une visite, enfin, il y a plein de choses qui peuvent être, à penser et donc, je sais pas si toi, avec le digital, quels ont été tes rapports jusqu'aujourd'hui? Ah Assez moi, c'est basiques, ouais. compliqué, tu vu, je suis issu d'une génération où on est loin de tout ça, donc c'est dur, tu vois? Et c'est vrai que, c'est un truc où moi je suis pas à l'aise et j'ai encore du mal avec ça, tu vois, à me mettre dedans. Parce que je sais qu'à partir du moment où je vais vouloir me mettre dedans, je vais me mettre dedans à fond, comme tout ce que je fais et il va falloir que je prenne du temps et que je vais devoir être dessus et que je vais galérer à un moment donné, et c'est le côté qui me quand tu me dis: «Ouais, tu te sens comment, sur l'outil?» Vous, votre truc il est charmé, hein, tu vois? Mais parce que le fait de commencer à y aller, pour moi, tu vois? Ouais, ouais. Après, il y a plein de gens qui sont super et pourtant j'utilise Illustrator, Photoshop, InDesign, tout ça, tu vois? C'est pas le souci ouais, et non, mais je pareil, pense qu'il va y avoir une période de mise en jambe, mais je t'assure, parce qu'on l'a pensé aussi avec des artistes et pour les besoins de l'artiste. En fait, notre job, en fait, nous, on gagne de l'argent concrètement que quand l'artiste, il gagne. Donc s'il gagne pas, on est dans la merde, en fait, quoi. On bien paye sûr. des serveurs, on paye du dev, on paye tout ça. Donc notre job, c'est de faire en sorte que ce soit utile. Si c'est pas utile, autant ne pas l'utiliser, tu vois, et pas développer le projet. Non, Et mais mais pour le coup, je pense que c'est un truc qui est super utile, hein. ouais, je pense que ça va devenir de plus en plus utile avec le temps parce que ça va être un peu le bras armé, aussi simple qu'un Insta pour la visibilité, pour faire des thunes. Ouais, ouais. Ou de la même manière qu'un Lydia, à un moment, a pu l'être pour se transférer de l'argent entre utilisateurs ou qu'un Vinted peut l'être pour, tiens, je veux vendre des fringues, tu vois, que j'ai en trop à la maison, Ouais, faut que je ça veux soit acheter. en fait, c'est ça, c'est que le truc, faut que ça soit aussi simple que ça, quoi. Et c'est ça, et ça va devenir le réflexe pour l'artiste Pour de se dire. rentrer, en fait, ces données, pour rentrer, C'est tu sais, ça, C'est ça exactement, l'avantage de Ike. et pour le public de dire: «Je vais venir aller, pécho un nouveau disque, pécho une nouvelle édition, découvrir, tu vois, un nouveau court métrage». En fait, ça va devenir inch'Allah, en tout cas, c'est ce sur quoi on travaille, le réflexe pour l'artiste et les communautés, ça c'est ça. Je pense que ça va vraiment être ça, mais tu as raison, ça doit être aussi simple que tous les outils dont qu'on vient de citer aujourd'hui. Ça doit pas être, genre compliqué, tu vois? Genre, putain, il y a des paramètres dans tous les sens, je dois configurer, je dois mmh, machin. Comme tu disais, c'est la simplicité, et l'efficacité de l'outil d'un côté et puis aussi, je pense que ça va être, par les gens qui sont dessus et qui se l'approprient et des gens ça justement qui sont et connus et là, on reconnus, rentre dans la Ça com, comme là. vous, quoi. ça, c'est hyper important. Le fait que les artistes doivent se l'approprier parce que tu vois, en c'est à chaque coup que je parle avec des mecs qui sont dans le son, je leur «souffle» entre guillemets quelques trucs. Je lui dis: «Mais je suis sûr et certain que dans tes disques durs, tu as 1 milliard de trucs qui sont peut-être pas le standard qu'il faut sortir maintenant, mais qui, en termes de lost tape ou de trucs comme ça, pourraient être complètement charmés pour les gens qui te comprennent, qui te connaissent et ton premier cercle». Et de la même manière, je pense qu'à terme, et c'est pour ça qu'on commence à en parler avec toi, avec Jungle, avec des DJ comme RH, Crossfella, et cetera, des gens qui sont vraiment dans «du cru» entre guillemets, pour avoir, si tu veux, les idées qu'on a pu avoir, qui ont fait du hip-hop ou en tout cas de cette culture-là, un truc d'autodidacte «ultra brillant» entre guillemets, puisque ça a créé énormément de trucs. On le voit avec les je sais pas si tu te souviens, mais à un moment donné, à chaque scud qui sortait,
la promo, c'était, tu vois, les boards, les machins, c'était directement inspiré du graffiti vandal. On vient à telle heure, on fracasse la place, etc. Et toutes ces innovations qui ont été ensuite, par exemple, pour ça, reprises par Nike, etc., euh, qui faisaient le même type de promo, bah, il faut qu'on réfléchisse à ça sur le digital. Et Ike, c'est vraiment la maison pour tous ceux qui veulent réfléchir à ça avec nous et amener notre nouveau paradigme à ce niveau-là, comme on l'a toujours fait. Ouais, un truc, effectivement, plus, dans ce que nous on pense avoir de naturel, quoi. Enfin, tu vois, de cool, Spontané, direct et intelligent. c'est clair. Je trouve que c'était un bon mot de la fin, mais on peut te laisser, Commerce, si tu veux conclure. Non, non, c'était très bien. Moi, tu as vu, je soutiens depuis, donc je pense que voilà, ma fervence, elle est déjà validée. En tout cas, les gens peuvent, on les encourage fortement à aller checker, que ce soit, tes graffitis en soi, ta carrière et tes ouvrages parce que vraiment c'est du très, très solide. C'est vraiment des ouvrages à avoir, je vais dire la vérité, ça en termes de plus-value dans une bibliothèque, c'est très fort et donc j'encourage tout le monde à aller checker ça et pour l'histoire, de ce courant-là et quelque part en soi de Paris, parce qu'il y a cette espèce de nébuleuse, enfin de centre d'attraction qui était Paris pour tous les taggeurs et tous les graffeurs et tous les rappeurs, et cetera, qui est assez intéressant et qui restera dans l'histoire de la ville. Et donc voilà, Comer, OBK, merci en tout cas pour Merci à vous de m'avoir invité. tout cet échange et à tous ceux qui tombent sur les partages nombreux qu'on va faire et balancer. N'hésitez pas à aller checker Comer et rejoignez-nous sur Hike. À très vite. Surtout, rejoignez-vous. Super. Salut Merci. les gars. Allez, Salut. à plus tard. Portez-vous Allez, bien. Ciao. ciao, À bientôt. ciao.